Bonjour à tous, bienvenue dans Q-Technique pour une nouvelle vidéo de presque qualité avec l'ami Greg. Aujourd'hui, on est là pour vous faire la suite de notre top 30 des franchises ever, les univers, les licences qu'on a préférées depuis tout petit jusqu'à maintenant. Dans une précédente vidéo, on vous avait fait le classement de 30 à 16. Aujourd'hui, on va vous faire chacun notre tour le classement de 15 à 1. Si vous avez raté la première partie, sautez dessus. Et là, nous, on va partir tout de suite sur le 15e. Mon cher Greg, comment vas-tu? Et dis-nous tout, quel est ton 15e? Eh bien, mon cher Car, ça va très bien. Et cette fois-ci, on va faire l'inverse. C'est toi qui nous donnes ton top 15 en premier. Et je voudrais prendre un instant pour remercier particulièrement, chaleureusement, les tipeurs. Alors évidemment, tous les gens qui partagent les vidéos, qui mettent des commentaires pour leur référencement. Mais évidemment les tipeurs aussi, parce que c'est eux qui aident vraiment à financer directement les montages des vidéos de cette chaîne, des montages qui sont aussi longs que les vidéos qu'on peut faire comme vous voyez, et évidemment YouTube qui aime bien faire des vidéos de 8 minutes ou de 10 minutes 0,1 pour les monétisations. On n'est pas vraiment sur ce modèle avec R, on est là pour vous parler et vous communiquer notre passion, même si c'est long, et du coup, eh bien, merci à vous, ça permet de le faire, donc merci, un gros merci à tous les tipeurs pour ça. Alors, c'est quoi ton numéro 15 ? Eh ben, c'est Watchmen. Watchmen, donc, alors, qui appartient à DC, mais qui a un univers un peu à part et qui a une entité licence qui est très visible. C'est-à-dire que beaucoup de gens qui connaissent Watchmen ne savent même pas que c'est chez DC, avec des super-héros bien particuliers, très marquants, un univers très sombre qui a commencé avec le comic book, qui est excellent, et qui a ensuite été développé au cinéma par Zack Snyder avec un de ses meilleurs films, avant de donner une série notamment sur HBO qui était fameuse. Et puis il y a eu bien évidemment des suites au comic book qui étaient assez réussies aussi. Bref, j'ai l'impression moi que quand Watchmen, ils font un truc dessus, c'est cool. J'aime beaucoup aussi visuellement l'univers de Watchmen. J'aime beaucoup les super-héros qui sont dépeints dedans, que ce soit Dr Manhattan par sa toute-puissance, mais aussi cette réflexion sur l'humanité qu'il a et qui est très intéressante, sur Ozymandias aussi, le hibou, Rorschach. Mais moi, le personnage du comédien... alors, pas me fascine parce que ses idées nauséabondes et son attitude sont terribles, mais c'est un personnage qui est un peu hors du commun dans l'univers super-héroïque, beaucoup plus sombre, très toxique. Enfin, c'est un personnage qui m'intrigue beaucoup, et je pense surtout la raison qui fait que j'ai autant été intrigué par ce personnage, c'est qu'il était incarné à l'écran à l'époque par un des acteurs que je trouvais absolument formidable et qu'on voyait jamais. C'était Jeffrey Dean Morgan avant qu'il devienne Negan. Donc voilà, non, moi le film de Snyder je l'ai adoré, le comic book aussi, la série m'a énormément étonné et m'a amené dans des endroits où je l'attendais pas du tout. Donc Watchmen, c'est du très lourd, c'est vraiment une franchise auquel je suis attaché, et pour moi c'est voilà, c'est dans la deuxième moitié de ce top. 15e. Quel est ton 15e, mon cher Greg? Eh bien, mon cher Kerr, mon numéro 15, c'est Cowboy Bebop. Alors là, on vient dans du lourd, on vient dans du fat. Cowboy Bebop, qui a le droit d'être appelé une franchise. Alors oui, il y a le manga, enfin il y a l'anime, il y a le jeu vidéo, pour ceux qui ne s'en souviennent pas, il y a les franchises, je coche les cases que Kerr nous a mis, et il y a une série, mais bon, cette série-là, ouais, on n'en parle pas trop. Et mais c'est tout simplement mon meilleur anime de la vie. C'est l'anime qui m'a fait découvrir mon amour pour l'animation. Alors on aurait pu dire un peu la même chose de Scaflon parce que les deux étaient diffusés un peu au même moment, mais c'est vraiment Cowboy Bebop qui m'a parlé. C'est celui où j'ai commencé à acheter les CD alors que j'étais tout jeune pour écouter la musique. J'ai découvert Yoko Kanno. J'ai découvert Yoko Kanno qui, dans Cowboy Bebop, fait découvrir plusieurs styles de musique. Du coup, j'ai commencé à m'intéresser à ces styles de musique, aux différents auteurs, au groupe de musique, le Seat Belts, qui avait été composé pour faire cette bande son. Et donc, c'est aussi toutes les références au cinéma, les références à Chinatown, par exemple, avec Jack
Jack Nicholson et à plein d'autres films. Et du coup, j'ai commencé à me dire, ah, mais il y avait ça en référence. Alors du coup, il faut que je me regarde le film. Et ça m'a poussé à aller regarder 2 très, 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 très nombreux films. Ça m'a poussé à aller regarder et découvrir toute la filmo de Bruce Lee, qu'à l'époque, je ne connaissais pas. Et comme on dit, be water, my friends. Et au final, c'est un portail ça a été un portail pour moi vers plein d'œuvres culturelles. C'est quelque chose qui me parle profondément avec ces épisodes qui sont tantôt action, tantôt particulièrement tristes, tantôt sur une aventure et surtout l'histoire de Spike Spiegel qui je pense est un des personnages les mieux écrits qu'il y ait pu avoir. Ce rêveur qui pense qu'il va devoir se réveiller un jour. Bref, Cowboy Bebop, c'est mon énorme coup de cœur. Et déjà que ce soit en 15, ça montre qu'il va y avoir du très très lourd dans cette vidéo. Mon cher Kerr, quel est le 14 et est-ce que Cowboy Bebop est dans ta liste ? Non, Cowboy Bebop est pas dans ma liste et je t'avoue que j'imaginais que tu allais le mettre plus haut. Donc voilà, pas en poche, hein, mais je suis étonné. Moi, mon 14e, mon cher Greg, c'est l'Attaque des Titans. L'Attaque des Titans, donc pareil, découverte avec plutôt l'anime. Ensuite, on est passé sur le manga. J'ai aimé les deux. J'ai été vraiment marqué par l'histoire de l'Attaque des Titans, la manière dont elle est développée, la manière dont elle va nous surprendre, notamment sur la dernière partie. J'ai trouvé ça très intelligent et très étonnant. L'animation est très propre. J'adore l'iconographie autour de l'Attaque des Titans. C'est vraiment une franchise un peu coup de cœur de ces dernières années. Elle s'est installée vraiment comme un mastodonte et j'ajouterai la musique aussi de l'anime que j'adore, que j'apprécie beaucoup. À côté de ça, il y a eu d'autres trucs. Hein. Il y a eu des jeux, mais c'était un peu plus anecdotique, mais voilà, il y a des tentatives aussi de films. Alors avec l'envie de peut-être voir un jour un très très gros film avec énormément de moyens adapté au cinéma, pourquoi pas. Mais l'Attaque des Titans m'a marqué et je trouve que sa place est amplement méritée dans ce top 15 et dans cette deuxième vidéo. Voilà mon cher Greg. L'Attaque des Titans pour moi en 14 et toi, c'est quoi ton 14e ? Eh bien déjà, l'Attaque des Titans n'est même pas dans mon classement du top 30 et je suis extrêmement surpris parce qu'on parle souvent de ce qu'on kiffe et pas, que tu l'aies dans ton classement historique parce que j'avoue que tu m'avais décrit le fait que tu aimais bien cette série, mais je ne pensais pas du tout que ce soit si haut. Alors, on l'a dit, on l'a redit énormément dans l'autre vidéo, mais c'est un classement qui n'est pas objectif, qui n'est ni basé sur les revenus, ni sur la qualité intrinsèque de cette œuvre, mais uniquement pour notre attachement à ces œuvres. Et là, j'ai un bon exemple, puisqu'en numéro 14, eh bien, je mets la franchise James Bond. Et James Bond, pourquoi est-ce que c'est une de mes 14 franchises préférées ? Déjà parce que, franchement, James Bond a la classe. Mais aussi tout simplement parce que c'est une franchise qui existe depuis des décennies et c'est une franchise avec qui j'ai des histoires depuis des décennies. Je me souviens de films que j'allais voir enfant avec mes parents, que j'ai vu des versions d'après que j'ai vu adolescent, du reboot quand j'étais jeune adulte avec Daniel Craig, où on voyait tellement d'images, on se disait mais comment c'est possible, il va être blond, en plus il a l'air tout musclé comme ça, tout vénère, c'est pas du tout comme ça qu'on dit. Et au final il arrive et il crève l'écran avec Casino Royale, hein, qui est un des meilleurs reboots qu'on a pu avoir dans des licences officielles. Mais il y a vraiment une espèce de tragédie latente dans les James Bond qu'on voit beaucoup dans le James Bond de Daniel Craig et je trouve ça particulièrement stylé. Et du coup il y a ce truc de James Bond, quand j'étais enfant c'était un truc qui était un peu un G.I. Joe Action Man et quand j'ai grandi il est devenu plus psychologique, plus intéressant et du coup c'est vraiment une franchise avec qui j'ai grandi tout simplement et avec qui j'ai des souvenirs familiaux, donc forcément c'est une série qui m'a marqué. Et toi mon cher Kerr, est-ce que tu as James Bond dans ton classement ? Pas du tout. Je t'avoue honnêtement, je vais regarder un James Bond au ciné, j'en ai vu plusieurs et tout, mais globalement j'accroche pas plus que ça. Je suis jamais pas allé voir un James Bond au cinéma. Alors je pense que ceux avant ta naissance, si. Non, mais c'est vrai que moi je pense que j'ai l'âge de voir des James Bond. Je pense que j'ai vu tous les James Bond aussi depuis GoldenEye. Hein.
J'ai vu mon premier, c'était GoldenEye. Et accessoirement, je le mets sur la table, mais en termes techniques, c'est toujours des maîtres étalons chaque année où ça sort. Techniquement, la photographie est impeccable, la technique vidéo est impeccable, les trucages, personne n'a jamais dit oh là là, le James Bond, les trucages ils font tiep ou il y a un problème. C'est toujours le son, la prise de son, les bandes son. Enfin vraiment, c'est chaque année, c'est des maîtres étalons, franchement. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y en a eu plein d'iconiques. Hein. Les Pierce Brosnan, c'est hyper iconique. Les Daniel Craig, hyper iconique. Enfin bref. Excuse-moi, quel est ton 14 ? Quel est ton 13 ? Mon 13, tu l'as mis en 27. Donc, comme tout le monde a suivi la précédente vidéo et toi aussi, j'ai pas besoin de revenir dessus. Et on va donc pouvoir passer au tien. Non, je rigole. Alors, c'est ça en plus, c'est vrai. Hein. C'était ton 27e et c'était South Park. 13e, j'adore South Park. Je suis un grand fan de cet anime que j'ai regardé, bien évidemment, comme tu le disais, toi. Alors moi, c'était plus quand j'étais étudiant. J'ai énormément accroché à l'univers de South Park, son ton, son second degré, sa manière d'aborder les choses, de le faire avec un humour noir qui me correspond tout à fait. C'est vraiment le genre d'humour que j'aime. Il y a plein de choses dans South Park que j'ai aimé. Hein. Les répliques, j'en ai des tonnes en tête. Et puis, ils sont sortis aussi de leur rituel de la saison. Ils ont fait le film qui était excellent en 99, que je suis allé voir à l'été 99, c'était en août, je crois, où vraiment j'ai passé un moment génial avec Terrence Cher Saddam Hussein. Bah oui, et puis Terrence et Philippe aussi. Hein. J'ai beaucoup aimé. Puis tu vois, les sorties en jeu vidéo avec Ubi, et mine de rien, c'était pas top, mais il y avait quand même l'esprit de South Park qui était là. Donc, non, vraiment un gros attachement à South Park. Même si je dois reconnaître que sur ces dernières années, je regarde beaucoup moins. Voilà pour mon 13e. C'est quoi, toi, ton 13e ? Eh bien, mon 13e Caire, c'est la licence The Witcher. Et la licence The Witcher, eh bien, j'ai envie de dire qu'il y a plein de raisons de l'aimer, mais il y en a surtout une. C'est les livres. Les livres, Caire insistait vraiment pour que je les lise ces livres, et il avait raison. Il m'a dit ouais, les moments où en fait il y a de l'action, c'est les moments où on s'en fiche, c'est quand ils sont juste perdus en pampa, parler entre eux. Et franchement, c'est tellement vrai, c'est-à-dire que le premier livre qui est une espèce de les contes européens revisités et tout, c'est chouette. Mais alors, quand il y a juste une balade dans la forêt entre The Witcher et Geralt et la compagnie, c'est génial en fait. C'est juste génial. On est dans de l'heroic fantasy, mais adulte. Les personnages sont hyper bien écrits, sont travaillés. Les interactions entre les différents personnages sont chouettes. Enfin, il y a vraiment un tout dans les livres. Il y en a beaucoup, il y en a 7, sans compter les news un peu, enfin les nouvelles un peu préquelles, etc., etc. C'est énormément de bonheur, ces lectures. Et les jeux vidéo, alors le 1, je ne l'ai pas fini, parce qu'à l'époque, le jeu n'avait pas le gameplay qui me séduisait le plus, donc je vais le mettre un peu à part. Mais alors le 2, l'histoire, elle est géniale. C'est vraiment un énorme coup de cœur. Vraiment le 2 qui est très couloir et tout, mais qui a une histoire très écrite. J'ai vraiment kiffé. Le 3, vraiment énorme kiff et tout. Je ne l'ai pas fini, je me permets de le préciser. Et ça, c'est vraiment du caviar parce que je sais qu'il me reste encore vraiment beaucoup de choses à faire. Et ça, c'est un bonheur. Et du coup, c'est une licence... C'est une licence qui m'a donné, sur la durée, puisque c'est 7 tomes et tout, beaucoup de bonheur. Et je parlerai peu de la série, parce qu'il y a beaucoup de moments un peu décevants, des personnages qui sont très différents de ce qu'on a pu voir avant. Maintenant, Cavill est un Witcher intéressant, qui a des bons moments. Mais c'est vrai que je tire mon bonheur de la licence The Witcher plutôt des bouquins. Et voilà, si vous l'avez pas lu, lisez-les, c'est un énorme plaisir. Est-ce que Witcher est dans ta liste? Parce que pour l'instant on l'a jamais entendu. Mystère. Je suis étonné que tu le mettes 13e. Je pensais que tu le mettrais plus. C'est le chiffre maudit, hein, comme un peu Gérald.
Ouais, je m'attendais un peu plus haut. Tu me surprends là, c'est le deuxième truc où tu me surprends. Je pense que je t'ai surpris avec Star Wars et Final Fantasy. Mais là, Ah, toi, moi, je tu m'as pensais que t'aurais surpris pas de sur Final Dune et The Fantasy. Witcher. Donc, mais je pense que je vais te surprendre encore plus avec le prochain. Ok. Ouais. Et Bah, je te donc, quel dirai est pas ton pour The 12? Witcher. Oui, y est. Bah, de toute façon, je me suis vendu quand je me refuse de le dire. Mais me pose pas trop la question, sinon ça t'enlève le côté surprise. Oui, y est The Witcher. Donc là, j'ai fait le 13, donc j'en suis au 12. Par contre, j'aimerais que tu sois bien assis, s'il te plaît. T'es bien assis, c'est bon? Ok. Mon numéro 12, Greg. DC Comics. DC Comics, pourquoi? Parce que bah, c'est une licence très forte, hein, bien évidemment, qui a pondu de très nombreuses œuvres de grande qualité, enfin dont sont issues de très grandes œuvres. Bien évidemment, je vais citer The Dark Knight, je vais aller piocher du côté de Man of Steel, du côté de la Snyder Cut. Là, on a un Superman qui, moi, me plaît, Peacemaker que j'ai adoré. Donc là, je parle vraiment de films et de séries. Bien évidemment, d'ici, c'est surtout les comics. Je suis pas aussi gros lecteur de comics d'ici que toi. Il y en a certains qui m'ont vraiment plu. Dans l'affect qu'on peut avoir avec DC, parce qu'il y a du très bon, il y a aussi du très mauvais. Donc du coup, voilà, c'est difficile de pondérer. Ça va plutôt être du côté de l'affect vis-à-vis des personnages. Est-ce que il y a des super-héros, des super-méchants qui vont vraiment beaucoup me parler? Si je mets DC derrière Marvel, vu que j'avais pas cité Marvel, vous l'aurez compris, c'est plus une question peut-être de personnage. Et là, c'est vraiment en toute subjectivité. Il n'y a pas d'explication. Pourquoi est-ce que je suis plus Captain America que Green Lantern, etc. Enfin, il y a un truc quand même de DC qu'il faut reconnaître, c'est qu'ils ont pondu deux mastodontes, allez, on va dire trois si t'étends à Wonder Woman, qui sont Batman bien sûr et Superman. Batman a un univers à lui tout seul, on aurait très bien pu mettre Batman tout seul en licence, ça n'aurait pas été déconnant. Mais voilà, si je fais la somme un peu de tout ce ressenti, de ce que j'ai pensé des films, des séries, de ce que j'ai lu, de ce que j'ai aimé et pas aimé, bah, je dois reconnaître qu'il y a des licences, il y a 11 licences que bah, là, je préfère à DC Comics. Ceci étant dit, là, si vous regardez le classement, il y a beaucoup de... Enfin, ça fait plusieurs licences là où j'ai vraiment pas grand-chose à leur reprocher, quoi. Que ce soit Watchmen, Attaque des Titans, South Park... tu vois, donc DC, ça fait vraiment partie des licences que j'aime beaucoup. Et c'est pas tant, ah ouais, il est vachement bas, en fait, il trouve ça nul. Non, c'est plutôt, ah ouais, au-dessus, il y a du lourd. En tout cas, il y a du lourd pour moi. Donc voilà. Mais d'ici, tu vois, il y a le nouvel univers d'ici qui arrive, je suis emballé. Il y a j'ai pas parlé de l'anime Harley Quinn que j'adore, mais voilà, j'adore le Harley Quinn. Enfin, il y a plein de trucs chez DC hyper quali. Il y a plein de trucs aussi qui m'ont franchement gavé. Le The Flash, les Shazam. Enfin, je suis allé voir Batman et Robin au cinéma, donc j'ai le droit quand même de mettre DC Comics à la 12e place et pas plus haut. Voilà mon cher Greg pour la 12e. C'est quoi toi ton 12e? Tu m'as teasé une surprise. Est-ce que t'es surpris de voir DC aussi bas ou tu pensais qu'il allait être Non, dans ce niveau-là? je sais que t'as jamais été le plus ouf des DC, donc y a pas de. Y a pas Mais de c'est souci. justement ce que j'ai dit, c'est que j'aime DC. C'est juste qu'il y a des trucs que je mets devant. Voilà. Bien sûr. Toi? Mon numéro 12, c'est Jurassic Park. Qui est une saga que j'ai toujours énormément appréciée. Et pour citer Kerr, c'est pas tant que Jurassic Park est si loin du top, c'est juste qu'il y a tellement du lourd au-dessus. Jurassic Park, c'est une licence, une saga. Le 1 est au-dessus de tout. Le 1, s'il y avait juste ce film-là, c'est colossal, c'est magistral et tout. Mais mine de rien, j'ai quand même moins aimé le 2 et 3. Là, les Worlds, enfin vraiment l'avant-dernier, j'ai pas vu le dernier au cinéma. L'avant-dernier, moi, j'ai trouvé vraiment horriblement nul. Et en fait, l'amour des dinosaures, parce que là, on fait pas genre les licences, on n'a pas dit genre, est-ce que vous aimez les dinosaures? Si on parlait des dinosaures, ça serait sans doute plus haut. Mais Jurassic Park, par rapport au fait que c'est surtout une saga ciné, il y a les dessins animés, hein, il y a les Crétacés machin, mais c'est surtout une saga ciné. C'est pas,
c'est pas comme Star Wars où il y a beaucoup de bien et il y a un peu de mal. Là, c'est vraiment... Il y a beaucoup plus de moyens que d'exceptionnel, mais le exceptionnel est tellement fort qu'il justifie d'être aussi haut. Et voilà, puis je pense que c'est la découverte des dinosaures pour notre génération avec R enfant, quoi. Et ça, juste ça mérite le 12. Tu es surpris, tu me voyais le mettre plus haut ou plus Non, bas? je t'imaginais le mettre plus bas et je pensais que Cowboy Bebop allait être devant, que Full Metal Alchemist allait être devant, etc. Donc non, je suis pas spécialement étonné. Et Eh bien, c'est à après, toi, mon cœur. il y a des trucs quand même dans la licence Jurassic Park, tu l'as dit, et je te rejoins complètement. Elle ne t'aide pas à se faire aimer non plus tout le temps. Hein. Il Et y puis, a les des jeux choses qui sont vont pas. chouettes. Les jeux sont, je vais pas mentionner, mais Ah, les jeux sont chouettes. oui. Mais on passe un bon moment. C'est pas non plus des chefs-d'œuvre et tout. Mais en fait, on est tout le temps en train de chercher ce moment magique qu'on a eu quand on a vu les Diplodocus pour la première fois à l'image. Et la série n'a jamais réussi à avoir un autre moment aussi fort. Alors il y avait peut-être les T-Rex, tu vois, du 1 qui est juste en dessous, mais on n'a jamais réussi à avoir ce moment de waouh de l'époque. Mais voilà, bon bref. Et c'est à toi mon cher Car pour le 11. Et ben mon 11e, c'est Derrick, la série allemande, donc avec Derrick. Non, je rigole. Non, mon 11e, c'est, attention, Marvel. Marvel, voilà, bon j'ai fait d'ici, je fais Marvel à la suite. À peu près les mêmes choses que du côté de DC. Alors, il y a un truc que je vais tout de suite dire, c'est pour ça que c'est un peu compliqué, parce qu'en fait, quand j'ai fait mon brouillon, DC était devant Marvel quasiment tout le temps, j'ai inversé à la fin. J'ai inversé à la fin, pourquoi? Parce que j'ai gardé justement ce que je disais sur DC, le côté affect de quels sont les personnages que tu préfères, quels sont au final, si on me disait, alors vas-y, choisis un film de super-héros avec un super-héros de ton choix, un truc qui va être cool, que tu veux voir. Je vais piocher davantage chez Marvel. Je suis plus proche en termes de lecture, en termes de visionnage, que de Marvel que de DC, alors que paradoxalement, je pense que la qualité est vraiment du côté d'ici. C'est-à-dire que là, du côté des films, il y a plus de gros films de qualité chez DC. Il y a des personnages que j'ai envie de dire plus huge du côté d'ici que du côté de Marvel, exception faite de Spider-Man. Mais tu vois, si tu dois dire, là, comme ça, sans trop réfléchir, c'est quoi les 3 plus gros super-héros de la culture pop? Bah, il y en a 2 chez DC, il y en a un chez Marvel, tu vois. Donc, mais je mets Marvel devant pour ces personnages-là. Je mets pour la, tu vois, j'adore par exemple le personnage de Domino, j'adore Captain America. Enfin, il y a des trucs comme ça. Et j'adore Thanos. Enfin, il y a plein de trucs. Et à côté de ça, et ce qui fait que vraiment j'ai eu un affect assez fort là pour Marvel sur ces dernières années. Vous allez me dire quoi? Oui, mais laissez-moi terminer. Il y a une vraie surprise, à mon sens, du côté de Spider-Man. Entre Into the Spider-Verse, qui est un bijou, qui est peut-être le meilleur film de super-héros ever, et je dis peut-être parce que peut-être qu'on fera un top sur le super-héros, donc voilà. Et le truc, c'est que entre Spider-Verse et de l'autre côté, le jeu vidéo, que j'ai adoré, ben moi je trouve que du côté de Spider-Man ils ont bien bossé. Alors vous allez me dire oui il y a le truc avec Tom Holland. Oui mais tout n'est pas parfait. Là du côté de comme chez DC il y a du bon, il y a du moins bon. Chez Marvel en ce moment il y a beaucoup de moins bons. Mais voilà. Le truc qui est très frustrant avec Marvel et qui fait que un peu comme DC je vais pas le faire pop super haut dans le classement, c'est que ben en fait il y a quand même énormément de super-héros qui sont pas bien traités aujourd'hui. Dans les séries de Disney+, dans les films, etc. C'est pas ce que j'en attends. Mais le truc, c'est que dans l'affect qu'on a aussi vis-à-vis des licences, qui fait que voilà, on les aime plus que d'autres, il y a aussi ce qu'on en attend et le potentiel qu'elles ont de nous offrir ce qu'on attend. Et je trouve qu'il y a une telle richesse, j'espère que je suis clair, il y a une telle richesse du côté de Marvel avec cette flopée de personnages que moi je kiffe. Et je vais prendre un exemple, je joue à Marvel Snap depuis la sortie du jeu, donc pareil, jeu que j'adore et tout, donc lui aussi il fait monter un petit peu Marvel. Ceci étant dit, il a d'énormes défauts, et notamment ce côté jeu-service qui veut à tout prix taper dans ton portefeuille. Voilà, c'est un énorme problème de Marvel, ce qui fait que de Marvel Snap, et ça sera pas un immense jeu pour moi. Mais un truc qui est très chouette, c'est que chaque semaine ils sortent
une nouvelle carte, donc un nouveau personnage. Et depuis le début, bah, ils continuent, et ils continuent. Et ils arrivent à me surprendre des fois avec des personnages que je connaissais pas, etc., etc. Donc, il y a une telle richesse du côté de DC et du côté de Marvel que l'univers qu'ils ont créé est une vraie force pour faire qu'on kiffe ou pas ces licences. En l'occurrence, qu'on les kiffe. Mais elles sont très développées et traitées le plus souvent avec tellement de manque de sérieux, d'ambition, de qualité, etc., que bah, ça fait chuter et que du coup, elles sont pas top 10. Alors que, honnêtement, quand j'ai proposé l'idée à Greg, je me suis dit, ok, alors là, dans les premiers qu'on va pouvoir citer, c'est Marvel, DC, Star Wars et Seigneur des Anneaux. Bah, on voit que, bah, tu vois, enfin, moi j'ai mis Star Wars beaucoup plus bas, j'ai déjà mis DC et Marvel aussi, donc on voit aussi que les licences qui nous sont chères et qui apparaissent comme des licences qui sont vraiment huge dans la culture pop, bah, à force d'être maltraitées ici et là, c'est ce que je disais dans la précédente vidéo, elles morflent un peu en termes d'image. Voilà, 11e Marvel. Quel est ton 11e? Pam, padam, pam, pam, padam, pam, Ah, les padam, Dents de la Mer. pam. Et du coup, effectivement, tu as le bon réalisateur, c'est Spielberg, mon cher Kerr. Mais ce n'est pas Les Dents de la Mer, c'est évidemment Indiana. Et Indiana est 11e. Ça veut dire qu'il y a vraiment du très 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 fat Indiana. Avec... c'est les films de mon enfance à mon adolescence. C'est juste énormissime. C'est une cassette qui tournait en boucle avec cette aventure. Je crois que pendant toute mon enfance et adolescence, à chaque fois je partais faire des bêtises ou que je partais courir au parc ou aller faire du vélo ou n'importe quoi qui avait le moindre bout d'aventure, dans ma tête il y avait cette musique qui démarrait. Quand j'ai fait un stage du CPA sportif, il y avait dès qu'on partait sur des trucs un peu plus qui bougeaient, j'avais la musique dans la tête. Indiana Jones, c'est impossible pour moi de le mettre plus bas. C'est la définition de l'aventure. Et franchement, il y a plein d'Indiana Jones. Alors, je suis moins fan du dernier, mais la dernière croisade. Mais ce film est parfait. Ce film est parfait. Ce film a des remarques. Ce film est intelligent. Ce film a des moments dont on se souviendra pour toujours. Enfin, voilà. Vous connaissez Indiana Jones. Je vais pas en faire trop. C'est que du bonheur. C'est que du bonheur. C'est voilà. Indiana Jones, c'est l'amour. Alors, mon cher Kerr, on rentre dans le top 10. Et quelle est la première marche de ce top 10 avec le numéro 10? Avant, je voulais juste dire que j'ai pas mis Indiana Jones, moi. Voilà. Et paradoxalement, c'est aussi un film que j'ai beaucoup regardé dans mon enfance et tout, mais j'ai beaucoup regardé tout en retirant rien d'incroyable. Oui, c'était chouette à l'époque, mais elle y est pas. Mon 10e, alors là, c'est plus... T'as parlé de trucs affect, etc. Dans la précédente vidéo. Là, mon numéro 10, c'est ça. Mon numéro 10, c'est ça. C'est StarCraft. StarCraft, donc le RTS de Blizzard. Pourquoi? Alors, je vais expliquer rapidement. D'abord, StarCraft, j'ai énormément aimé StarCraft 1 quand il est sorti, que j'ai eu sur PC au moment de sa sortie. Donc voilà, déjà j'étais à fond dedans, j'étais un énorme amoureux de RTS à l'époque. Derrière, on a StarCraft 2 qui sort, le jeu me plaît beaucoup. Mais il y a un truc à côté qui est indéniable, c'est que avec StarCraft 2, je me suis intéressé à l'e-sport. Avec du coup l'intérêt à l'e-sport, ben, j'ai commencé à écrire plein de trucs dessus. Et du coup, j'ai été approché par l'équipe de Ponfétude, l'équipe avec qui j'ai fait donc un tournoi à la MLG. Et ensuite, j'ai été contacté par un dénommé Greg pour rejoindre au gaming. Et puis ensuite, il y a eu Gaming Live, il y a eu jeuxvideo.com, il y a eu Q Click. Donc en fait, sans SC2, il n'y a pas tout ça. Donc forcément qu'il y a un côté affect très très fort. Il y a, je pense, dans ma vie, peut-être 3 licences, franchises qui ont eu un vrai impact sur ma vie. Tout à l'heure, enfin dans la précédente vidéo, qu'on a enregistré tout à l'heure, mais que vous voyez pas dans la même timeline, tu parlais de Pokémon, etc. Bien évidemment, tu vois, il y a des licences qui vont avoir un impact absolument fou sur des individus.
Chips et Noah, League of Legends, bien évidemment. T'en as, ça va être Dota. Bah, moi, ça a été SC2. Donc voilà, le truc, c'est que tout n'est pas ultra positif sur SC2. Si je reste juste sur le produit en lui-même, ou l'œuvre, j'aime énormément l'univers, j'aime énormément ce qu'ils ont développé. Je prends un pied monumental à jouer à SC2, c'est super. Il y a plein de trucs qui vont pas à côté. Il y a notamment le fait que Blizzard, ce que Blizzard est devenu ne me plaît pas. La manière dont leur politique commerciale et stratégique sur les jeux ne me plaît pas. Et sur StarCraft 2, l'exemple concret, c'est ils ont arrêté. Ils ont arrêté de développer le jeu. Ils ont arrêté plus ou moins la scène e-sport. Et du coup, bah, c'est le sentiment d'un gros gâchis. Donc voilà, ça sera pas plus haut pour ces raisons. Mais le fait que voilà, ils aient arrêté StarCraft 2 fait qu'aussi que, bah, tu vois, même si ça a pris une place de ma boule et que j'ai été un mordu total d'e-sport sur le jeu, etc., fait qu'aujourd'hui, bah, ça passe très largement en second plan. Donc voilà. Mais StarCraft 10e quand même. Et mine de rien, vous le saviez peut-être pas, mais pas de StarCraft 2, bah, pas de Cult & Click. Comme quoi, hein. Voilà mon cher Greg pour le 10e. C'est quoi ton 10e ? Tu sais que StarCraft 2 du coup n'est pas dans le mien parce que c'est vrai que moi mon chemin en tout cas mon chemin de pensée est différent pour arriver là où on en est. Mais écoute, alors attends, je dis pas que c'est que grâce à StarCraft 2 qu'on en est là. Bien sûr, c'est surtout grâce à nous. Mais je veux dire, il y a une œuvre au point de départ qui fait que si j'avais pas autant kiffé StarCraft 2 et l'e-sport, j'en aurais pas parlé et du coup on se serait jamais croisés, c'est évident. Mais bon, après, il y a plein de choses aussi dans les chemins de vie qui font que voilà. Voilà. Parfois, deux âmes sœurs sont faites pour se retrouver. Du coup, quel est mon numéro 10 ? Mon numéro 10 est une des œuvres majeures de science-fiction les moins connues. Moins connues. Je parle de Mass Effect. Alors, Mass Effect, pas connu, mais en gros, le truc, c'est que Mass Effect est mon numéro 10. C'est la seule fois de ma vie où je me suis dit, mais attends, mais cet univers de SF est aussi riche que Star Wars. C'est extrêmement vaste, bien écrit, des mystères, des jeux exceptionnels, qui sont de mieux en mieux, enfin c'est quand même, il faut le noter, et on est face à... Enfin, je sais pas ce qui se passe dans la tête des gens d'Hollywood et pourquoi ils veulent pas encore y aller. Je pense qu'il y a des craintes de faire une adaptation de jeu vidéo qui serait comme celle de Wing Commander, c'est-à-dire un truc passable et vite fait. Il y a une série commandée par Amazon. Oui, voilà, mais le truc c'est que c'est une vraie crainte, je pense, que d'avoir quelque chose qui va être moyennement bien adapté, qui peut-être a ralenti les choses. Et là, cette série Amazon me fait très peur parce que Amazon n'est pas connu pour avoir pris des grandes licences et fait des chefs-d'œuvre. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'œuvre actuelle de Mass Effect, c'est surtout... Alors, il y a des comics maintenant. Il y a eu des chapitres promotionnels. Je ne sais pas du coup si ça a donné des livres ou pas, mais le truc, c'est que les jeux... Enfin, je ne sais pas quoi vous dire d'autre que c'est une des œuvres des science-fiction les plus réussies de ces dernières années. Et si vous ne faites pas les jeux, bah vraiment, c'est dommage pour vous, vous passez à côté. Ils ont été remasterisés. Le gameplay du 1 est un peu lourd et poussif au niveau de l'action, c'est un fait. Mais tout le reste est tellement ouf. Cette impression d'aller découvrir l'univers et tout dans le Normandie, donc il y a le vaisseau du colonel Shepard. Enfin, vraiment, c'est l'aventure avec un grand S spatial, quoi. J'ai une petite question, si tu permets. Oui. Est-ce que dans le Normandie, il y a le Mont Saint-Michel ou pareil, il a été pris et il est sur le vaisseau La Bretagne ? Ils ont préféré ne pas adresser le sujet pour ne fâcher personne, ni l'équipe compote de pommes, ni l'équipe Queenaman, je sais pas comment on prononce. Joël Kinnaman.
Mais voilà, enfin vraiment, c'est vrai. Si vous ne l'avez pas fait, que vous n'aimez la science-fiction, c'est vraiment dommage. Je vous invite à le faire, c'est oufissime. Et toi, mon cher Kerr, ça y est, on est dans les chiffres à un chiffre. Alors, mon cher Kerr, quel est ton 9 ? Alors, mon numéro 9, j'avais dit dans la précédente vidéo qu'il y avait matière à discuter sur Narcos parce qu'il n'y avait que 2 séries, etc., etc. Ok. Mon numéro 9, c'est à peu près la même chose, sauf que l'univers est un tout petit peu plus étendu. Il y a une série, la série mère, un spin-off et un film. Mais je les mets 9e parce que c'est tellement qualité que je suis obligé, et c'est Breaking Bad. Breaking Bad 9e, j'aurais pu le mettre sincèrement beaucoup plus haut s'il y avait eu un univers un peu plus étendu, et surtout un univers qui ne semblait pas terminé. C'est-à-dire que là, il n'y a pas d'éléments qui peuvent nous faire penser que Vince Gilligan va revenir, retravailler sur l'univers de Walter White. Donc voilà, mais qualitativement, ça aurait pu pousser Breaking Bad à top 5 sans aucun problème. Le fait que voilà, il n'y ait pas plus, je le fais un peu descendre par rapport à d'autres. Ceci étant dit, en termes de qualité, c'est complètement dingue. Breaking Bad est une série qui est un pur chef-d'œuvre. La fin, je pense, c'est la meilleure fin de série que j'ai pu voir, toutes séries confondues. Better Call Saul, je l'ai pas terminé, honte à moi, mais de ce que j'en ai vu, c'était énorme. El Camino, j'ai adoré aussi. Je suis très attaché au personnage. J'étais très surpris par ce qu'ils ont fait de cette série. J'étais à fond dedans pendant le visionnage. J'ai été marqué par ce visionnage. C'est très très compliqué de mettre plus bas une licence qui a pendu peut-être une de mes 2-3 séries préférées ever, quoi. Donc voilà, je pense que j'ai pris un énorme coup de boule avec le final. Vraiment un énorme coup de boule. D'autres, ça va être l'épisode Ozymandias qui est l'avant-dernier. Mais en tout cas, la qualité, quoi. La qualité est là. Et puis, on l'avait parlé dans la première vidéo, moins là, mais il y a aussi le côté un peu merchandising qui compte, et dans l'affect qu'on peut avoir avec une licence, dans le fait que ça devienne une licence. C'est-à-dire que si des œuvres arrivent à vendre plein de merchandising derrière et à ancrer vraiment la culture pop, c'est un signe. Là, moi, je trouve que le merchandising sur Breaking Bad a toujours été très propre. J'ai plein de petits trucs sur Breaking Bad que je kiffe. J'ai une boule à neige. Ouais. Elle est là. Ma boule à neige Breaking Bad, je l'adore. J'adore ma boule à neige Breaking Bad. Voilà. Mais tu vois, ils sont jamais tombés dans certains pièges. Ils ont jamais fait de collab pourrave, de trucs. Ils sont jamais allés sur des projets qui n'allaient pas. Et il y a un dernier petit truc qui fait que j'adore le fait que Bryan Cranston et Aaron Paul continuent d'alimenter un peu la bromance entre Walter et Jesse via des photos, des trucs toujours très réussis. Donc non, Breaking Bad, j'étais obligé. Il a fallu que je me raisonne pour pas le mettre plus haut. Voilà, 9e Breaking Bad. T'es étonné ? J'ai vu que t'avais fait une tête. Wow ! Pourquoi ? Bah ouais, super étonné, il est même pas dans mon classement, c'est une super série, mais je l'aurais pas mis dans les œuvres et licences qui m'ont marqué le plus, donc écoute, c'est très cool. C'est très cool parce que c'est une excellente œuvre, donc je ne sais que te dire d'autre. Dans les œuvres qui m'ont le plus marqué de ma vie, les licences qui m'ont le plus marqué de ma vie, eh bien je vais effectivement vous parler en numéro 9, ça y est, on commence à rentrer dans le 10- eh bien, de la licence Retour vers le futur. Et oui, alors Retour vers le futur, c'est assez marrant parce que c'est une licence qui était extrêmement huge. Elle était énorme, elle était évidente. Ils en ont fait des dessins animés. Il y avait des attractions dans les parcs Universal. C'était une licence qui était vraiment majeure. Et le temps est passé. Et c'est vrai que comme il n'y a ni reboot, ni suite, ni machin, c'est une licence qui a tendance un peu à se faire effacer. Et c'est vrai que je pense que c'est pour ça qu'elle est un peu descendue dans ce classement pour moi et qu'elle est passée en 9. Mais franchement, à l'époque, j'avais les VHS du cousin.
Mais je les ai essorés, les cassettes, les VHS du cousin. Il y avait les bandes et tout, parce que j'ai regardé les films trop souvent. L'attraction, mais j'étais comme un ouf quand j'avais pu faire l'attraction Retour vers le futur, où ils avaient filmé une vraie histoire, etc. Bon, pas la meilleure histoire, mais ils avaient filmé une vraie histoire. Et le dessin animé et tout qu'il y avait avec. C'est Retour vers le futur qui m'a fait apprécier les Jules Verne et tout, parce qu'il y a le doc qui est fan des Jules Verne, et c'est pour ça qu'il en parle une fois à sa Future Zoos et tout. Et c'est une œuvre qui, je pense, est très générationnelle. Je comprendrais quelqu'un qui la regarde aujourd'hui se dit mais quoi, ou même qui sache pas ce que c'est. Mais alors pour les gens de notre âge, donc c'est-à-dire les gens de 80 à 107 ans, franchement. Mais enfin, il y a pas de détour, quoi. C'est hugissime, quoi. Et c'est vrai, respect à Zemeckis de n'avoir jamais voulu qu'il y ait de reboot et de suite, malgré de nombreuses demandes des studios. Et ça, c'est vraiment stylé. Mon cher Je l'ai pas mis, moi. Je l'ai pas mis. Bah ouais. C'est la grosse licence de notre enfance qui ne m'a pas touché, tu vois. J'ai aimé, j'ai été fasciné par certains trucs de Retour vers le futur, mais tu vois, ça m'a jamais plus marqué que ça. Mais avec Donc des voilà. Mais c'est copains, une question de point de vue, hein. on s'envoie des mèmes avec des images de Retour vers le futur encore aujourd'hui, quoi. C'est pour moi, Mais je ne nie absolument pas l'énorme importance de Retour vers le futur dans la culture pop, et le fait qu'il soit dans ton top 10 ne me choque absolument pas, hein. Moi, j'ai des amis, ils sont Retour vers le futur, c'est top 3, voire. Alors, je salue, salut Tony, bah, c'est top 1, hein, donc voilà. Ok. Huitième, t'es prêt? Tu sais que depuis tout à l'heure, j'ai envie de chantonner des trucs. J'avais envie de chantonner l'attaque des Titans, j'avais envie de faire le truc de Marvel, j'avais envie de chanter South Park. Là, Mais libère-toi, là. C'est Hein une vidéo qui pourrait tourner karaoké, là, si tu veux. Là. Bah oui, c'est vrai. Rien ne on y nous va. empêche. On met les titres en dessous. Ta 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 ta. Non, mais t'as raison, tu l'as fait sur Indiana Jones, donc je vais le faire aussi. Donc sur le suivant, c'est parti. Harry Potter, bien sûr. Alors, Harry Potter, déjà les films. Les films m'ont beaucoup plu, je les ai tous vus au cinéma. J'ai pas été un ultra grand fan parce qu'en fait, quand le premier est sorti, d'ailleurs, je suis allé le voir au cinéma Gaumont d'Amiens pour la première séance. Je sais pas du tout pourquoi je prends l'accent du Sud, puisque c'est Amiens en Picardie, mais enfin, peu importe. Et le truc, c'est qu'en fait, bah, le même mois est sorti Le Seigneur des Anneaux. Donc forcément, c'était compliqué pour Harry Potter. Ceci étant dit, j'ai beaucoup aimé la saga en film, sans en être un grand fan. Derrière, j'ai commencé à m'intéresser à l'univers aussi à côté. Et puis, bah, il y a eu les livres, je ne les avais pas lus. Et il y a eu l'écoute des livres en audiobook. Et là, ça a été un énorme kiff. Mais vraiment un énorme kiff. Écoutez, les Harry Potter, j'ai énormément apprécié. Et l'univers est très riche. Il y a des choses qui sont très intéressantes. La manière dont l'auteur développe la montée au pouvoir de Voldemort dans les Reliques de la Mort. Tu fais un parallèle avec des régimes fascistes passés et présents. C'est extrêmement parlant. C'est très intelligent ce qui a été fait. Tout le discours sur les elfes de maison, etc. Il y a plein de choses qui sont très intéressantes. Et surtout, tu découvres, en lisant donc Harry Potter, qu'en fait, les films, qui sont très bons, n'ont bien évidemment pas tout développé et ont laissé de côté plein de pans de l'univers d'Harry Potter qui sont très intéressants. Donc, du coup, à côté de ça, il y a des livres que j'ai achetés qui sont extrêmement réussis sur l'univers développé dans les films, etc. Donc, il y a plein de choses dans autour d'Harry Potter qui me plaît. Il y a aussi des choses qui me plaisent moins. Les animaux fantastiques. Ouais, tu vois, moi j'ai un excellent souvenir de celui dont on a présenté l'avant-première à la Villette, Les Crimes de Grindelwald. Moi j'ai vraiment aimé le voir. J'ai énormément aimé la musique de ce film, comme la musique de John Williams d'ailleurs sur Harry Potter. Enfin, il y a vraiment plein de choses dans Harry Potter qui font que c'est réussi. Et puis à côté de ça, t'as Hogwarts Legacy qui, mine de rien, a du charme. Moi j'aime ce jeu. Je l'ai pas terminé parce que bah, il faut bien reconnaître que il y a plein de jeux déjà, hein. Et il est un peu répétitif, on va dire, il manque un petit peu de profondeur, ok, mais il est quand même intéressant.
Se balader dans Poudlard, c'est très chouette. Enfin, voilà. Donc, non, Harry Potter. Harry Potter 8ème, j'assume complètement. Alors là, voilà. Et toi, c'est quoi ton number 8? T'as vu ce mélange? On fait ça en Picard. En Picardie, on fait ça. Souvent, on mélange l'anglais, l'espagnol. On mélange plein de langues. Vas-y. Ton numéro 8. Eh bien, mon numéro 8, Esta Kerr Migo. Moi aussi, je mélange des langues, mais je les maîtrise pas. Et du coup, c'est effectivement Marvel et son MCU. Alors, Kerr en a déjà parlé avant dans les vidéos, donc je vais pas m'étendre. Mais globalement, que dire quoi? Que dire que de tous ces moments d'amour que nous a donné le MCU, que nous ont donné les comics, de moments qui nous ont fait vibrer. Enfin, vraiment le. T'as inclus Spider-Man, hein? Bien sûr. Oui. Et du coup, le MCU et Spider-Man, puisque Kerr veut que. Non, mais j'avais peur que du coup tu mettes de côté Into the Spider-Verse. Trademark, on les associe. Et donc, au final, c'est un truc qui avait jamais été fait au cinéma. C'est un croisement dans tellement d'œuvres différentes, d'histoires. Alors oui, le MCU est complètement paumé, ou en tout cas très paumé en ce moment, et du coup, j'espère qu'il reviendra. Mais si en ce moment il est paumé, bah en fait on peut se faire plaisir avec des comics. Et là il y en a plein de biens. Et puis il y a les X-Men qui sont toujours pas arrivés au cinéma, qui ont fait plein de... qui sont dans plein de super œuvres. Donc le MCU, ou en tout cas le Marvel tout court, c'est normal dans ma tête que ce soit dans le top 10, vu le temps, vu les émotions que tout ça a pu amener. Et puis parce que je n'abandonne pas le MCU. Il est mal en point. Mais quand on a le maillot d'une équipe, et ben même quand elle perd, et on les soutient. Voilà. Quel est ton numéro 7, mon cher Kerr? Alors, numéro 7. Dune. Dune, pourquoi? Parce que, d'abord, le livre. Le livre d'Herbert m'a fasciné. L'univers qu'il a créé, tout ce qu'il a inspiré. La grandeur de ce personnage de Paul Atreides, de cette planète Arrakis, de la culture des Fremen, enfin la SF, tout, enfin vraiment Dune le bouquin m'a fasciné et je trouve que l'adaptation alors autant celle de Lynch, j'accroche beaucoup moins, mais je pense aussi que c'est l'âge de l'œuvre qui fait que peut-être j'accroche moins, mais en tout cas l'adaptation de Villeneuve est remarquable. J'y ai vraiment retrouvé ce que j'avais aimé dans le bouquin. Donc non, vraiment Dune, j'aime beaucoup Dune. Et je trouve que pour l'instant, ils en font des choses très bien. Tu vois, la série Dune Prophétie que tu as beaucoup aimé. Alors moi, je n'ai fait que commencer. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de séries. Ça fonctionne aussi avec les séries. Mais non, pour l'instant, j'ai jamais été déçu par Dune. Et puis, il commence à développer des jeux, tu vois, qui sont intrigants. Il y avait Spice Wars, je crois, qui était pas mal. On a Awakening, là, le MMO. Bon, là, j'ai pas encore essayé parce que MMO warning, mais il y a vraiment, pour l'instant, Dune, j'accroche beaucoup. J'ai hyper hâte de voir le prochain. C'est un univers que j'aime particulièrement et qui est très mature aussi. Très mature. Voilà, c'est mon 7ème. Pas envie d'en dire plus, juste je kiffe Dune, voilà. C'est quoi ton 7? Et pourquoi c'est Space Jam? Eh bien, le numéro 7, c'est... Pam 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 pam. Attends, je l'ai. Pam 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 pam. La fanfare du village? Non, je l'ai bien évidemment. Vas-y. Je te laisse le dire, évidemment, c'est Game of Thrones, le 7. J'adore me plonger dans cet univers. J'adore me plonger dans les mystères et théories de cet univers, peut-être même plus que tout. L'œuvre de Martin, elle est titanesque. La série, elle est exceptionnelle. Il y a un dérapage sur la fin. Ça, voilà, il y a vraiment dérapage. Maintenant, d'une manière générale, si on sort de cette sortie de route qui a conclu tout trop vite, et c'est bien dommage, en fait, mais
toutes ces questions, les enfants de la forêt, mais pourquoi? Les marcheurs blancs, mais pourquoi? Il y a tellement de choses où j'aime bien me perdre dans ces univers, dans ces rivages de Game of Thrones, et c'est sans parler du fait que c'est que un seul continent qui nous est montré, et c'est peut-être celui qui a le moins de mystère. Et donc quand on se dit, et quand on regarde, pareil, quand on lit le livre de Blood and Fire, on se rend compte de toutes les possibilités qu'il y a, de tous ces âges qu'ils ont fait, et on n'aura peut-être jamais la fin en livre, ça c'est une chose, mais le voyage est tellement beau, j'aime Game of Thrones, il est en 7, la place un peu magique, et voilà pour moi. Et toi, mon cher Kerr, quel est ton 6? Alors, attends, je vais réagir. Là, il t'en reste 6. Je pense que j'en ai 4 de tes 6. J'ai un doute sur un 5e. Il y en a un, je vois pas du tout. J'ai hâte de découvrir ça. Ok. Goth 7e. Ok. Quel est mon 6? Donc là, on rentre dans le top 6. Là. Alors que la soirée vraiment se prolonge et qu'on commence à être un peu fatigués, les copains. Donc, voilà. Encouragez-nous dans les commentaires. C'est complètement stupide puisque de toute façon on aura déjà enregistré la vidéo si elle est en ligne. Mon numéro 6, mon cher Greg. Ok, c'est parti. Là on rentre enfin, je veux dire on rentre dans du lourd, mais c'est déjà du très lourd. Mais c'est encore un énorme client et c'est vraiment une licence que j'aime énormément et je l'ai fait comprendre à plusieurs reprises sur la chaîne. C'est The Last of Us. The Last of Us que je vais mettre 6e. Pourquoi? Parce que je extrêmement amoureux des jeux. Je pense que The Last of Us 1 et 2 doivent être mes... Est-ce que c'est mes 2 jeux préférés? En tout cas, peut-être. Il y a débat, alors que je joue depuis mon Amiga 500. Donc, voilà, le début des années 90. The Last of Us, ça m'a vraiment, vraiment marqué. Le récit du 1, la richesse et le caractère extrêmement surprenant, très dur, très brutal, très viscéral du 2. Moi, j'ai fait le 1, j'ai adoré. Le DLC Left Behind, énorme kiff. Le 2, pareil. J'ai été très très marqué par ces deux jeux. Et derrière, développement de la licence avec une partie on part côté série. Une série qui a d'énormes défauts, mais qui a aussi des moments de fulgurance que je ne peux pas nier. Du coup, c'est pas du tout une mauvaise série. Je veux dire, si toutes les séries qui sont mauvaises pouvaient l'être autant que The Last of Us, je pense qu'on gagnerait énormément en qualité de visionnage. Donc voilà. Et puis c'est un univers aussi qui pour moi n'est pas terminé. Je pense que Neil Druckmann et Naughty Dogs il y a beaucoup de rumeurs sur le fait qu'ils travaillent sur un 3 en douce, puisqu'en fait, on sait qu'il y a un projet secret du côté de Naughty Dogs en plus de ce qui a été annoncé. Je pense que c'est The Last of Us, c'est part 3, et j'ai envie que ce soit ça. Donc, c'est un univers qui, pour moi, n'est pas terminé. C'est un univers qui, pour l'instant, m'a jamais déçu, en tout cas, du côté des jeux, loin de là. C'est au contraire un truc qui est assez dingue dans The Last of Us, c'est que ça commence bien et ça ne fait que monter en puissance. Au point où quand on a un moment où dans le 2, il y a un personnage qui fait du golf, là on se dit, ah ouais non là j'arrête, c'est pas possible, de toute façon ils ne pourront pas me proposer mieux. Et en fait ils arrivent, ils disent, installe-toi, on va te montrer. Et ils nous proposent encore mieux. Et ça, respect. Voilà, donc The Last of Us pour moi 6 est sans l'ombre d'un doute. Mais ça n'est que mon classement, si vous partagez pas, très bien, il n'y a aucun problème. Voilà. The Last of Us. À toi, mon cher Greg, quel est ton top 6? Est-ce que je peux balancer un nom comme ça et tu me dis si j'ai bon? Vas-y. Fondation. Non. Ok. Écoute, j'ai balancé un nom. C'était plus cohérent de balancer Fondation que Les Tuches quand même, on est d'accord. Ça c'est sûr. Après, c'est vrai que j'ai lu, j'en suis tome 5 de Fondation, que c'est une des œuvres que j'ai préférées. Alors, du coup, j'en ai pas 5 de tes 6, j'en ai que 4. Donc là, il y en a 2, je sais pas. Eh bien, mon cher Kerr, mon numéro 6, et alors là, on commence à rentrer sur du
On dit ça à chaque fois. Là, c'est de plus en plus Ah, on proche. kiffe cette vidéo, franchement, on kiffe. Là, Oui. quelque part, vous allez trouver la clé de mon cœur. Eh bien, c'est Final Fantasy, la saga de jeux, mais pas que, de films. Et alors, le truc, c'est que... Et des films même, et on peut même préciser. Alors, Final Fantasy, moi, je suis rentré par le 8, donc le 8 est le meilleur. Puisque la règle, c'est que on dira toujours que le Final Fantasy par lequel on commence est celui qu'on préfère. J'avais jamais joué à un jeu qui me faisait rire, m'émouver, m'émeuter. T'inquiète, Je- tu peux dire. je- Vas-y, c'est validé. Il est tard. Mais Il est tard. qui vraiment, le jeu, il M'émouter. m'a touché là, Ouais. il m'a touché ici et là. Et le truc, c'est que et puis c'était une saga. Enfin, je commençais le truc et puis on bouge de continent en continent. On va découvrir. Enfin, c'était incroyable quand je l'ai découvert. Je savais même pas que ça existait ce genre de jeu. Il y avait. Enfin, c'était vraiment une découverte incroyable. Et puis du coup, quand j'ai découvert le 8, bah, j'ai découvert qu'il y avait le 7. Donc j'ai fait le 7 et là, le monde est encore plus vaste. C'est fou. Et le hasard a voulu que j'ai des semaines off ou parfois 2 semaines off après la sortie des jeux. Et du coup, quand le 10 est sorti, j'ai pris 10 jours. Quand le 11 est sorti, qui était un MMO, alors pour le coup, j'ai pas fait le lancement, j'ai fait un petit peu après. C'était un été, je me suis fait un été entier dessus. Quand ensuite est arrivé le 12, alors le 12, il était arrivé pendant mes vacances, mais à l'époque où il était que en japonais, il était arrivé plus tard en France. Du coup, je faisais le truc avec un traducteur sur le côté pour comprendre ce qui se disait, c'était l'enfer. J'ai arrêté, j'ai attendu que le jeu soit traduit pour le refaire. Enfin, c'est vraiment que des histoires c'est vraiment des moments qui m'ont marqué. Alors certes, j'ai un peu décroché sur le 13, même si j'ai fait 13.1, 13.2, 13.3. J'ai un peu décroché sur la proposition. Le 14, j'ai adoré. Alors disclaimer, je travaille avec les équipes de 14. Le 15, j'étais un peu surpris, mais ça reste un bon souvenir. Le 16... là maintenant je suis papa, il faut attendre que ce soit les grandes vacances, elles arrivent, nanana, ça va sentir bon. Et c'est juste des œuvres qui collent au corps, qui collent à la peau. Il y a un côté, c'est le méta Final Fantasy Universe, il y a des dizaines de chaînes, j'ai trouvé un bonheur. Et alors, petit tip, si vous aimez les Final Fantasy, il y a une chaîne anglophone, c'est que l'anglais, je suis désolé, qui s'appelle Résonance Arc, et ça fait tellement plaisir de nerder, de fou. Ils font 8 heures de podcast, et chaque podcast fait 2 heures, il y en a 4 par épisode de Final Fantasy, il y en a 8 heures sur le 7, 8 heures sur le 8, mais quel bonheur de pouvoir faire du nerdisme absolu et du doudouisme, nostalgie totale sur les Final. Enfin, et on parlait d'œuvres qui sont des portes d'entrée. Chaque pierre, gadget, accessoires, armes et tout dans Final Fantasy, en fait, pour que ce soit exotique pour eux, ils utilisent des termes, en tout cas dans la traduction, qui vont être des petites pièces de plein d'œuvres, de plein de mythologies. Et d'un seul coup, je me suis retrouvé, parce que j'étais curieux de tel ou tel nom, à m'intéresser à des divinités babyloniennes. Et d'un seul coup, j'ai commencé à découvrir les premiers récits qui ont été traduits de l'histoire de l'humanité. Enfin, en fait, les Final Fantasy, ça peut être vraiment une porte ouverte comme ça vers tellement d'éléments culturels que je trouve vraiment mortels. Il y a des éléments qui font des symboles à la Bible et tout. Enfin, ça touche. On peut apprendre des trucs sur les religions, on peut apprendre des trucs vraiment sur de l'histoire. C'est exceptionnel, toutes les couches de culture que Final Fantasy peut apporter. C'est du vrai bonheur. Donc je ne peux que vous dire, voilà, si vous avez la passion, elle est justifiée, et allez nerder avec Resonance of Arc parce que c'est un bonheur. Et toi, mon cher Kerr, quel est ton numéro 5? On rentre dans le top 5. Alors, mon numéro 5, si je te le chantonne, tu vas pas reconnaître. Allez, un petit indice.
Encore du travail. Warcraft, bien sûr, cinquième. Ah, j'ai cru que c'était Winnie l'ourson. Non, c'est Warcraft. Encore du travail, Jean-Christophe. Mais on refait tes chaussures depuis des semaines. C'est vrai. Et on a vendu ton caméscope et on est en train de réparer plein de choses que tu mets sur eBay. Alexandre, Jean-Pierre, Christophe. Eh ben non, c'est pas Winnie l'ourson, c'est Warcraft. Alors pourquoi Warcraft? Sur ces dernières années, je l'ai déjà dit sur Starcraft tout à l'heure, pour moi il y a rupture avec Blizzard, j'adhère plus du tout à ce qu'ils font. Le truc c'est que Warcraft je le mets très haut, parce que même si c'est moins d'actualité là, Warcraft 2 c'est un des jeux de ma vie. Gamin, j'adorais y jouer, c'était voilà, le jeu parfait. Derrière, ils enchaînent avec Warcraft 3 qui est encore mieux et qui va être le jeu que je vais poncer au début de mes études. Ils arrivent avec la promesse, et un jeu qui me faisait rêver, qui était World of Warcraft, sur lequel j'ai vécu les premières années du jeu. C'était formidable. WoW, j'y ai joué 20 ans, donc quand même ça pèse dans un classement de licence, même si il y a eu c'est une relation je t'aime moi non plus très compliquée avec WoW pour plein de raisons, et notamment ce que le jeu est devenu, mais il y a toujours un énorme affect pour l'univers, pour Azeroth, pour l'Alliance, pour la Horde. J'aime énormément l'univers de Warcraft, j'aime les bouquins à côté que j'ai achetés, j'aime les goodies. Le seul truc qui fait que voilà, je suis freiné sur ces dernières années, c'est Blizzard. C'est leur choix sur le jeu, le fait qu'il m'ait craché au visage avec la sortie, et pas qu'à moi, hein, avec la sortie de Warcraft 3 Reforged, qui est une insulte, parce que un remaster de Warcraft 3 aux petits oignons, qui respectait notamment ce que j'ai fait en intro de Warcraft, c'est-à-dire la VF, etc. Enfin, il y a plein de choses qui vont plus sur Warcraft, mais ça reste Warcraft. Malgré Blizzard, ça reste... c'est difficile d'expliquer à quel point j'ai aimé gamin Warcraft 2, j'ai aimé étudiant Warcraft 3, puis ensuite WoW. Ok, j'ai peut-être tourné plus ou moins la page, mais... je peux pas nier que ça, je l'ai vécu, et du coup, ben voilà, 5e Warcraft. Mais j'ai vachement hésité, et Warcraft, quand j'ai fait la préparation de ce classement, était toujours 4e, et il s'est fait shipper la place au dernier moment, parce que Blizzard. Voilà, mon cher Greg. Quel est ton 5? Eh bien, Warcraft n'est pas dedans. Ouais, je m'en doutais. À la surprise générale. Eh bien, pour moi, c'est très simple. Le numéro 5, c'est DC, tout simplement parce qu'il y a et Superman et Batman, et il y a tellement d'heures de bonheur que on ne peut plus les compter. J'ai toujours kiffé Marvel, mais moi, au-dessus, eh ben, il y a Batman, tout simplement. Et le truc, c'est que Batman... alors on pourrait parler des comics, on pourrait parler de tel ou tel comics qui était dans une ambiance, etc. Le Year One, ou enfin voilà, les comics, je pense que si vous avez jamais entendu que les comics Batman, il y en a du très lourd, c'est le cas. Les comics du côté de Superman, il y a aussi du très très lourd, dans notamment des one-shots comme le Red Son ou des choses comme ça. Mais là où j'avoue que moi j'ai vraiment trouvé mon kiff, c'est dans l'animation de DC. Alors, les films, Nolan, aucun débat, meilleur film de super-héros tout court, top 10 de mes films ever, donc il n'y a aucun sujet sur la qualité des films. En tout cas, la qualité des meilleurs films d'ici, parce que oui, bon, il y a aussi Flash, voilà, le cousin qu'on veut cacher à la famille. Mais du coup, d'une manière globale, les films, il y a du impeccable, ça fait plaisir. Et je le disais, mon focus, il va être sur l'animation. DC nous propose depuis plusieurs années des films d'animation. Il y a énormément de perles. Il y a le Flashpoint Paradox dont on a parlé à plusieurs reprises. Là, je pense que ça vaut vraiment le coup que les gens regardent le Superman All-Star, qui est très marquant, puisque je vous spoil les 3 premières minutes.
Ça va traiter de la mort de Superman. Il s'est approché trop fort, enfin trop près du soleil, et du coup, il est irradié. Il va se transformer en énergie pure, et donc il va disparaître. Vraiment, je trouve que la fin, elle est extrêmement réussie. Il y a des moments qui sont hauts et bas, mais la fin est extrêmement réussie. Et puis, comment ne pas parler de la série d'animation Batman, qui est exceptionnelle. Enfin, c'était à l'époque, ils ont dit, on met le paquet, on veut que ce soit la meilleure série d'animation, et ils ont réussi. La fluidité, tout ça, c'est des choses, mais les scénarios sont oufissimes. Il y a la scène où il y a le gang, je sais plus comment ils les appellent, c'est le gang des cartes avec la reine, le roi et tout. Et quand il est dans une scène avec une petite fille qui est Ace, et ils sont sur la balançoire, pour ceux qui se rappellent de la scène, je veux pas la spoiler. C'est vraiment plein d'émotions. Enfin, il y a des moments extrêmement forts dans la série d'animation, série qui a créé un des personnages que préfère Kerr, qui est Harley Quinn. Et il y a son pendant, il y a la série d'animation Superman. C'était l'anime que j'aimais. Le personnage de Harley Quinn, je l'aime pas plus qu'un autre en fait. C'est la série animée. Et du coup, pour rebondir, donc la série animée Superman était tout l'inverse de Batman. Elle était là pour crier l'espoir, le fait de dire que non, l'humanité peut se tirer vers le haut. Et derrière, il y a, pour aller nerder plus fort, il y a eu la Justice League qui m'a permis de découvrir un nombre énorme de héros d'ici, avec Mister Terrific, hein, qui est un de mes super-héros préférés et que j'ai découvert grâce à la série d'animation. Et là, il y a quelques années, il y a eu Young Justice qui a été très maltraité dans sa diffusion, mais qui a su remettre ses lettres de noblesse d'animation série chez Warner et DC. Enfin, franchement, voilà, c'est une question de préférence. Il y en a certains qui vont préférer Wolverine, ou il y en a certains qui vont préférer Wolverine, ou qui vont préférer Deadpool. Bah moi, celui qui me parle le plus, c'est Batman et Superman, et du coup, c'est très classique, c'est ce que vous voulez, mais du coup, il est dans mon top 5, c'est la première marche de ce top 5. Et toi, Kerr, quel est le numéro 4 ? Alors, il y en a un qui te reste que j'ai pas du tout, et là je commence à flipper d'avoir oublié une licence de ouf qui pourrait complètement rentrer dans mon classement, mais je pense pas. Donc, je croise les doigts, mais en tout cas, il y a peut-être potentiellement une grosse surprise dans ton truc par rapport à ce que j'imagine. Ok, là j'en suis à 4. Ok, 4 tu l'as déjà dit toi, tu l'as mis plus bas, c'est The Witcher. J'ai mis The Witcher très haut. Pourquoi ? Parce que je suis vraiment amoureux de l'univers créé par Sapkowski. J'ai énormément aimé les livres. Je rejoins complètement ce qu'a dit Greg. En effet, je lui ai conseillé de prendre son pied sur les moments où Geralt, Angoulême et compagnie sont en train de se balader, parce que c'est juste des moments merveilleux dans le bouquin. J'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé ça. Et derrière, il y a ce qu'a développé CD Projekt, avec un espèce de côté un peu sacré autour de The Witcher 3 dans son développement, où le jeu vraiment avait une image incroyable. Ils avaient développé toutes les images, tous les produits dérivés autour de The Witcher 3 donnaient envie. Il n'y avait pas de fausses notes. D'ailleurs, c'est un peu la même chose sur The Last of Us. Et ça, moi, j'ai été vachement sensible à ça, et je suis vraiment rentré dans l'univers de Sapkowski. Je suis vraiment rentré il y a un affect très fort vis-à-vis des jeux, qui fait que, voilà. Enfin, moi, je me rappelle, j'étais avec Dérive, Mister Dérive, le youtubeur qui était chez JVC avant. On était à la Gamescom à Cologne, on trépignait d'impatience de voir de nouvelles images de The Witcher 3 en exclu. Enfin, vraiment, il y avait un truc. Et puis tu vois, j'ai plein de j'ai quelques figurines, j'ai des beaux livres sur The Witcher. Enfin, c'est vraiment une licence que j'aime beaucoup, et malgré vraiment ce travail de Netflix pour faire en sorte que j'aime moins The Witcher qu'avant, ça n'a pas plus fonctionné que ça. Donc clairement, le contenu développé par Netflix n'est pas du tout à la hauteur de ce qu'est The Witcher. C'est particulièrement dommage. Mais tu vois, même dans ma tête, pour moi, c'est pas The Witcher.
Parce que ça porte le nom, mais c'est pas du The Witcher. Et la principale raison, ça va. Alors, il y a la qualité, bien évidemment, de la production, mais il y a surtout le fait que je ne retrouve pas, je ne reconnais pas l'univers que j'ai vu dans les jeux et dans les livres. Donc, du coup, voilà, je mets ça de côté, je me fous. Bien évidemment, tu es obligé de le prendre en compte sur l'appréciation globale que tu as de la licence, et forcément, ça nuit aussi à l'image que tu as d'elle. Mais les bouquins, les jeux, l'univers. Enfin voilà, moi tu vois, il y a des univers dans lesquels on imagine bien se balader, tu vois, de imaginer des choses sur cet univers, théoriser ou espérer de nouvelles aventures. The Witcher en fait partie. Donc non, gros affect pour le sorceleur. Voilà, mon cher Greg, je m'éclate donc beaucoup plus haut que toi, mais bon, il était dans ton. Enfin, on a passé de nombreux moments à discuter des livres, etc. Et des très bons moments. Donc, c'est une licence qui compte pour nous deux. Pas, le classement ne monte pas de la même manière, mais peu importe. C'est quoi ton 4, toi? Eh bien, mon 4, Kerr, peut-être que c'est celui que tu n'attendais pas. Eh bien, c'est Donjons et Dragons. Cette Oui, licence... oui, je suis bête, j'ai oublié. Oui, oui, non, mais oui, bien sûr. Oui, Voilà, oui, cette bah oui. licence Non, qui est mais très chère à mon cœur. Alors, il y a des... c'est plein de choses. Donjons et Dragons, il y a un film. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille. Film très sympathique de ces dernières années. Très grosse surprise. Personne n'en attendait rien. Et au final, c'est une bonne adaptation. Ça, c'est première chose. Ensuite, il y a évidemment tout le lore qui a été écrit, tous les livres qui ont été écrits sur Donjons et Dragons. Et il y a aussi les jeux de Donjons et Dragons à table où il y a, j'ai des souvenirs de fou rire énormes avec des amis dans une partie ci ou ça. Et ce qui est génial avec cet univers, c'est que il y a des ficelles qui sont écrites qui sont assez heroic fantasy, un peu sombre. Vraiment, il y a plein de types de mystères différents. Il y a les forces des enfers, nanana. Et au final, on a une base, un socle qui est très très sérieux. Et à ça, il y a tout pour que, si vous faites une partie avec des copains, tout puisse partir en cacahuète, que vous passiez une soirée à être juste à vous marrer avec des amis, à vous détendre, etc. Et en même temps, il y a cet univers qui est extrêmement dense, qui a des livres, avec certains qui sont des livres qui sont très bien écrits. Il y a eu... en fait, c'est vraiment une licence qui a, comme j'en parlais dans la première vidéo et en parlant de Warhammer, qui a des décennies en fait de lore qui se sont créées les unes sur les autres avec ces livres de scénarios qui servaient à ceux qui faisaient des campagnes, mais aussi des livres de scénarios qui servaient juste à créer des histoires. Et on peut pas omettre que c'est la base des jeux Baldur's Gate avec le 1 et le 2 que j'ai particulièrement adoré, le 3 qui a renversé Internet il y a peu de temps, et parce que les gens aimaient entre autres cet univers de Donjons et Dragons. Donc c'est fondamentalement, je pense, une des licences qui a eu le plus d'impact sur la culture pop, même parfois en ne le disant pas, en ayant un impact dans la vision qu'on a de ce que c'est qu'un elfe, ce que c'est que de vraiment de la fantaisie en elle-même. Et même il y a des vampires, la manière dont les vampires sont vus, je trouve, a été influencée par ceux de Donjons et Dragons et tout. Et donc tout ça fait que cette licence, je la mets aussi haut et où j'ai pu passer autant de temps à aimer me balader dedans. Et enfin voilà. Il y a des bouquins, il y a des jeux, il y a un jeu de plateau, il y a tellement de manières de prendre ça. Et il y a eu une série qui a été annoncée, show directé par Mangelo, là, bon, qui ne se fera pas, mais il y a une nouvelle série qui est annoncée. Il peut y avoir des belles surprises, hein. Le film était une très très belle surprise, donc qui malheureusement n'a pas marché au box-office, donc il n'y aura sans doute pas de suite. Et puis toutes les équipes de production ont été licenciées, donc ça paraît mal embarqué, mais voilà, une très 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 belle licence. Et toi, mon cher Kerr, quel est ton numéro 3? Ça y est, on est dans le top 3. Le Seigneur des Anneaux. Ah ouais. Ouais, Le Seigneur des Anneaux 3. Pas de remords?
Non, pas de remords. C'est. Alors, pourquoi Le Seigneur des Anneaux? Le Seigneur des Anneaux, livre extraordinaire, peut-être un des livres qui m'a le plus marqué. Voilà. Livre aussi difficile à lire. C'est-à-dire, le rythme, Tolkien, il nous a pas aidé, quoi. Il y a des moments qui peuvent être frustrants, mais peu importe. L'œuvre est magistrale et elle est majeure. L'adaptation de Peter Jackson, caviar. Caviar. Franchement, il y a le respect de l'œuvre de Tolkien. C'est une fresque héroïque comme on n'en voit quasiment jamais au cinéma, avec quelques petits défauts ici et là, mais voilà, la communauté de l'anneau entrée en matière très très réussie. Les deux tours, c'est extrêmement solide. Vraiment, la trilogie de Peter Jackson, je l'aime énormément. Derrière, on peut pointer du doigt un peu davantage le Hobbit, mais globalement, c'est ce que je dis à chaque fois que on parle du Hobbit ou on défonce le Hobbit, c'est que si aujourd'hui les productions hollywoodiennes étaient du niveau du Hobbit, je pense qu'on serait extrêmement content quand même. Donc voilà. Il y a des jeux qui me plaisent, mais c'est pas là que la force est. Je trouve que c'est plus dans l'univers qu'a créé Tolkien, le lore, qui fait que aussi paradoxalement, tu vois, je vais pas le mettre plus haut. C'est-à-dire que le lore de Tolkien, de par sa complexité, de par le fait qu'il y ait plein d'éléments qui ne soient pas clairs, parce que il est décédé, parce qu'il y a des écrits ici et là, etc. Fait que la vision de l'ensemble n'est pas aussi évidente que... Puis aussi parce qu'il a volontairement laissé des zones d'ombre. C'est pas aussi évident que ça. Fait que il y a peut-être des univers dans d'autres franchises qui vont être devant, qui vont me faire mettre ce Seigneur des Anneaux un poil derrière. Mais là, ça se joue, mais vraiment au détail. Parce que là, on est vraiment dans une licence, le Seigneur des Anneaux, que j'aime énormément depuis plusieurs dizaines d'années. Donc, alors pas non plus énormément de dizaines d'années, hein. Mais voilà, le Seigneur des Anneaux, j'aime énormément. Donc c'est podium, bien sûr. J'ai jamais hésité à le mettre sur le podium. Voilà, c'est une évidence. Et le truc, c'est que il y a les Anneaux de pouvoir qui est une tache d'encre un peu sur cette belle page, mais où on retrouve quand même de l'univers du Seigneur des Anneaux. Donc tout n'est pas à jeter. Mais bon, voilà, je vais garder à l'esprit le livre, bien évidemment, le livre de Bilbo, formidable, et puis les deux trilogies de Jackson. En attendant de voir ce que ça va donner. Seigneur des Anneaux, troisième. À toi, mon cher Greg. Tu pensais qu'il allait être plus haut? Je t'ai vu être surpris un peu. Ouais, je pensais qu'il serait un cran plus haut. Okay. Mais écoute, très bien, très bien. Eh bien, du coup, mon top 3, c'est Harry Potter. Mais tu es un magicien, je pensais qu'il serait Harry. plus bas. Je pensais que tu le mettrais plus bas. Ouais, je suis étonné aussi. Bah non, Harry Potter, Harry Potter for life. En fait, c'est très simple, hein. Les livres m'ont embarqué pendant très longtemps. Les adaptations en film m'ont transporté. C'est avec Le Seigneur des Anneaux les meilleures adaptations qu'il y a pu avoir dans l'histoire du cinéma, je pense. Je pense que c'est assez... Alors oui, il y a eu plein de trucs qui étaient mis de côté. La série a énormément de matière à adopter, pas de problème. Mais ça garde vraiment l'univers. Le problème de Harry Potter, pour moi, et la raison pour laquelle il est un cran plus bas que ce qu'il aurait pu être, c'est la pièce de théâtre. La pièce de théâtre qui n'est pas écrite, mais qui est validée entièrement par Madame Rowling, je trouve casse l'univers. Et on se rend compte que d'un seul coup, l'univers n'était pas si bien ficelé que ça et qu'on s'est un peu pris dans la magie de cet univers un peu enfantin, mais qui grandit avec nous, etc. Et vraiment, cette pièce, si vous aimez les Harry Potter, n'allez pas la voir. Je trouve qu'elle casse. Si vous attachez à l'histoire, parce qu'en termes de pièce, elle en met plein la vue. Hein, c'est du beau spectacle, etc., etc. Mais par contre, en termes d'histoire, c'est catastrophique. Ça tue vraiment, je trouve, beaucoup de choses dans la saga Harry Potter.
Voilà, petit aparté. Mais une fois qu'on dit ça, c'est mon rituel de Noël. Le mois de Noël, je regarde tous les ans tous les Harry Potter, ou quasiment tous. J'ai extrêmement hâte que mon fils ait l'âge pour pouvoir lire les livres avec lui. On se lira chacun une page et tout. C'est transgénérationnel. J'ai aimé les lire plus jeune. Je vais adorer pouvoir les partager ce bonheur avec mes enfants. Donc voilà, Harry Potter, aussi simplement que ça. Et toi, c'est quoi le 2 de ton top 2? Alors, là, il y a eu un énorme débat intérieur. Hein. Vraiment énorme débat. Enfin voilà, j'en ai même discuté. C'était pas facile, il a fallu trancher. Numéro 2, Jurassic Park. Numéro 2, Jurassic Park. Pourquoi ? Parce que... bon alors, Jurassic Park tout seul. Un film de ma vie. Eh ben, je ne sais pas quel est ton numéro 1 du coup. Pour StarCraft, je disais voilà qu'il y avait des œuvres qui étaient des œuvres qui vont marquer, qui peuvent influencer une vie, un parcours de vie, etc. Jurassic Park, c'est ça. C'est en 93, gamin, après le décès de mon papa, je vois le film avec ma maman. Je suis absolument fasciné par ce que je vois. Je me lance corps et âme dans une passion pour les dinosaures, une passion pour le cinéma. Enfin, je pense que sans Jurassic Park, je ne serais pas la même personne. Point. Et ça, j'ai déjà expliqué dans la critique de Jurassic Park, donc voilà, je ne vais pas m'étendre pendant 36 ans. Le truc, c'est que le 1, pour moi, il est complètement sacré. J'ai énormément de mal à être objectif dessus. Enfin, pour moi, c'est Jurassic Park. C'est Jurassic Park. Du coup, j'ai une fascination pour tout ce qui est goodies sur le 1. Enfin, j'en ai plein. De manière raisonnable, hein, bien sûr. Mais voilà, j'aime énormément Jurassic Park. Et si je ne devais garder qu'une œuvre, ça serait celle-là. Le truc, c'est qu'il y a l'après. L'après, c'est le monde perdu. Le monde perdu, j'ai, pour le monde perdu, et je n'hésite pas à le dire, un affect presque aussi fort que pour Jurassic Park 1. Je l'ai énormément attendu. Le film ne m'a pas du tout déçu. J'adore le monde perdu. Le problème, c'est que derrière, c'est parti en cacahuète. Jurassic Park 3, bon, Jurassic World est un peu mieux, Fallen Kingdom est pas mal, Dominion est catastrophique, Rebirth est catastrophique. Regardons à côté les séries animées, la colo du Crétacé, elle était chouette au début, mais dans le développement, elle part complètement en cacahuète. Là, on a la théorie du chaos, j'ai peur que ça devienne la même chose. Enfin voilà, en termes qualitatifs, franchement, on a baissé de manière assez vénère, et je pense que Steven Spielberg, mine de rien, alors, ok, il récupère beaucoup de billets, mais il doit se dire qu'entre les nombreuses suites des Dents de la Mer et ce qu'ils sont en train de faire à Jurassic Park, eh ben, ses dignes héritiers, ils sont un peu en train de ravager les chefs-d'œuvre qu'il a créés. Bon. Et Indiana Jones, je rajoute aussi parce qu'au final, c'est pas, ça a un peu perdu en qualité depuis que Spielberg n'est plus là, même si c'était lui qui avait fait le 4e. Le truc, c'est que, voilà, pour ces raisons-là, y a une autre licence qui là maintenant tout de suite me passionne plus et voilà, et du coup je l'ai mis devant, donc Jurassic Park 2e, mais vraiment une licence que j'aime énormément. Là on n'est plus à du ouais, un truc c'est bien et puis l'autre bof quoi. Non, on est sur du très très lourd, en tout cas pour nos petits cœurs. Attends mon cher Greg, c'est quoi ton 2e? Alors moi pareil, hein. Je les connais, hein, tes deux qui restent. Là, je suis très étonné que tu saches pas qui est mon premier, mais enfin, peu importe. Pour moi, Jurassic Park devait tellement être numéro 1 que... Mais oui, mais pour moi, Jurassic Park était premier, mais en fait, en y réfléchissant, il y a un truc devant. Mais le dis pas si tu trouves. Après, c'est quoi ton numéro 2? Après, si tu me sors que ton numéro 1, c'est Umbrella Academy, là, c'est... ça casse Internet, là. J'ai réveillé tout le village, là. Vas-y, balance ton numéro 2. Alors, mon numéro 2... Mais comment mettre autre chose? Et on pourrait mettre un ex-aequo, et je vais pas le faire pour l'effort de cette vidéo, mais Le Seigneur des Anneaux. Évidemment. Ah ouais, je pensais que c'était l'autre. Le Seigneur des Anneaux. Et du coup, toi, tu dis la littérature de Tolkien et tout, mais moi, c'était de la musique pendant que j'écoutais ça. C'était le corps du Gondor qui appelait au secours. La musique aussi, j'en ai pas parlé.
Mais c'était les tambours de Khazad-dûm. C'est au final le truc, c'est que, enfin, je n'ai jamais été transporté ou autant kiffé un livre que ces livres. Enfin, c'était, enfin, en heroic fantasy. Parce que j'ai quand même un livre au-dessus, mais le truc c'est que c'est des enfin c'est incroyable, enfin ma rencontre avec Tolkien, je ne quittais plus les livres quoi. La première fois j'ai lu les 4 d'affilée, donc le Hobbit et la trilogie. C'était un coup de foudre quoi, un coup de foudre pour cet univers. J'ai surkiffé, une histoire extrêmement bien ficelé, des personnages intéressants. Enfin, je n'ai que des compliments et dans un mélange de fantaisie qui me déguste les papilles. Magnifique. Et dans les meilleurs films adaptés de l'histoire, meilleures adaptations de l'histoire, des films. En fait, le truc, c'est quand on va au cinéma, on se dit j'aimerais bien en avoir plein les mirettes. Mais en même temps, les moments où on a des films qui nous en mettent plein les mirettes, parfois, ils sont au niveau intellectuel, ils sont peut-être un peu moins bons. Et là, on a un film où on a de l'héroïsme, la morale, des moments de bravoure épiques, une mise en scène folle. Enfin, en fait, ces films ont tout et vraiment, enfin, c'est la licence parfaite. Pour moi, le souci, s'il peut y en avoir, il est un peu à deux niveaux. D'un côté, la série, je la mets de côté, je l'aime pas du tout. Pour moi, c'est un fantasme fan art de gars de chez Amazon. Ils ont même pas les droits vraiment de ce qu'ils racontent, donc c'est une fanfiction, donc je la traite pas avec sérieux. Et je suis un peu plus partagé par les œuvres qui sont les nouveaux livres qui sont diffusés par du coup la Tolkien Estate et notamment par son fils, de ces œuvres qui sont censées pas être finies et qui ont été finies par son fils. Je les trouve un peu moins, il y a des bons moments, mais je les trouve un peu plus confuses. J'accroche moins que vraiment Le Seigneur des Anneaux qui est le chef-d'œuvre, moins que Bilbon aussi, plus simplement. Et du coup, je sais moins quoi en penser. Et je les ai pas tous lus. Et j'ai peur de les lire et que ça dilue un peu mon amour de la licence. Donc j'ai un rapport un peu particulier avec ces nouveaux livres, là, Les Fils d'Urine, nanana. Mais une fois qu'on dit ça, quand on est fan d'Heroic Fantasy, il n'y a rien au-dessus, en fait. Donc pour moi, c'est tout le reste en découle. Il a tout créé. Il a pris les mythes et puis il a dit en fait c'est comme ça maintenant l'Heroic Fantasy, et tout le monde a fait ah bah ok. Enfin c'est incroyable quoi. Enfin, je suis au courant qu'il y a une nouvelle vague d'Heroic Fantasy et tout ça. Il y a plein de trucs chouettes. Mais pour moi il a tout créé quoi. Voilà mon cher Kerr, et donc on arrive à ton top 1. Les Uno. Le numéro uno, le alpha, l'oméga, celui qui vaut plus tout seul que tous les autres. Non, non justement. Mais bon, ça va vous surprendre, mais je pense qu'il faut être honnête. T'es prêt? Je le dis en chanson, tu l'as déjà dit en chanson, je le dis en chanson. C'est vrai que tu l'avais pas dit. Et je pourrais continuer comme ça pendant longtemps. Oui, Goth, et j'ai énormément réfléchi à la place de Game of Thrones. Tantôt 2, tantôt 3. Je pense que mon trio était évident depuis le début. Pourquoi Goth? Parce que les livres de Martin, donc déjà Le Trône de Fer, que j'ai énormément aimé, j'attends la suite avec impatience. L'adaptation qui est très différente, qui fait qu'on a vraiment 2 œuvres et qu'on peut, du coup, on va avoir, si on a un jour les livres de Martin, mais on va avoir des surprises et on va avoir une autre version de Game of Thrones. La série que j'ai trouvée très bonne, avec, comme tu l'as dit, plusieurs bémols sur la fin. Mais pareil, enfin voilà, si tu me demandes, cite-moi une scène de série télé là comme ça que t'as envie de revoir tout de suite maintenant, je te dis le Night King dans la bataille de Winterfell.
Même si l'issue ne nous plaît pas, même s'il y a plein de trucs qui nous ont déçus, cette scène-là, pour moi, elle est complètement goldée, portée par la musique, etc. Musique, Ramin Djawadi, c'est une musique que j'écoute énormément. Je ne pense sincèrement pas qu'il y ait une journée sans que j'écoute de la musique de Game of Thrones. Bon, après, j'écoute énormément de BO sur Spotify et tout, ok, très bien. Mais il y a du GOT chaque jour. Euh, enfin, non, et oui, la fin m'a déçu, très clairement. Mais voilà, ça reste quand même du très haut niveau. C'est un univers que j'apprécie énormément. C'est un univers dans lequel je me projette beaucoup. La preuve en est, c'est toutes ces théories qui ont été absolument passionnantes à faire tous les deux, où on a créé notre propre lore finalement de Goth. On a développé notre propre lore avec ces théories-là. On était à fond dedans et moi je continue bon, beaucoup moins maintenant d'avoir des théories sur Goth, mais il y a ce plaisir-là, tu vois, quand on avait fait la vidéo, enfin, on n'avait pas fait la vidéo, mais on avait imaginé comment pourrait être la suite de Goth. Bah, moi, j'avais énormément apprécié. Et le fait que peut-être Goth est passé devant Jurassic Park, c'est que là, la dernière expérience que j'ai avec Jurassic Park, c'est Rebirth. La dernière expérience que j'ai avec l'univers de Martin et donc de Westeros, bah, c'est une énorme claque et ça s'appelle Fire and Blood, qui est le livre donc, dont est extrait House of the Dragon, qui est un livre sur lequel j'ai pris un pied monumental. J'ai adoré ce livre. Vraiment, je sais que dans quelques années, pardon, dans quelques années, je vais le relire. J'ai vraiment été passionné par ce bouquin, très 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 au-dessus de l'adaptation House of the Dragon, qui est quand même une très bonne adaptation. C'est en plus une franchise qui veut encore nous proposer des choses, et tant qu'elles seront bonnes, je serai là. Donc voilà, et puis à côté de ça, toute l'iconographie de Goth, j'ai des livres d'artbook, j'ai plein de choses, tu vois, j'ai des très beaux livres sur la série, des très beaux livres sur les bouquins de Martin, donc tout ce qui est des artbooks sur l'univers de Westeros et des sauces. J'ai des goodies que j'affectionne énormément, enfin, vraiment, ça s'est imposé, tu vois, au fil des années, comme la licence qui est aussi huge que Jurassic Park dans mon cœur, quoi. Il y aura toujours ce côté affect de Jurassic Park qui le mettra hors norme, qui fait que je ne serai jamais objectif dessus, et ça sera l'amour suprême pour toujours. Mais voilà, Goth, c'est quand même pour moi du très très lourd, donc c'est mon top 1. C'est mon top 1, Goth. Il y avait débat avec Jurassic Park, il y avait potentiellement débat avec Le Seigneur des Anneaux, mais tu vois, le fait que God prenne le dessus sur Le Seigneur des Anneaux, pour moi, il n'y a pas photo que il y a une noblesse dans Le Seigneur des Anneaux qui est au-dessus de ce que nous a pondu Martin. Et Martin n'aurait pas pondu le God s'il n'y avait pas eu Le Seigneur des Anneaux. Ça, je le reconnais. Mais je m'identifie plus dans ce que propose Martin dans ses ouvrages que Tolkien. Il y a le côté plus mature, le côté plus un peu hardcore, etc. de Goth me plaît beaucoup. Donc voilà, c'est cette galerie de personnages. Après, Seigneur des Anneaux, je l'ai mis troisième. Je suis très 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 attaché au Seigneur des Anneaux. Je pense tout autant que toi, mais c'est juste que bah voilà, il y a Goth devant. Donc t'es étonné par mon numéro un. Pour De ton fou. numéro un, je suis étonné aussi. Je pensais qu'il serait un peu en dessous. Je savais que t'étais Et, un mordu, mais je pensais que c'était un peu en dessous. et tu sais que moi, tu me dis, est-ce que tu préfères effacer de l'histoire Goth ou le retour du roi? Je choisis le retour du roi, quoi. D'effacer de l'histoire. Ah ouais. Tu t'effaces le retour du roi et tu gardes Goth. Non, là, j'ai dit l'inverse. Ah ok, ouais. Mais hier on m'a posé la question et c'est l'élément qui m'a fait décider. Et d'ailleurs je salue Fred pour ça. Question simple, tu as le choix d'aller voir le meilleur Jurassic Park possible avec les dinosaures pendant 2 heures, le scénario goldé, les acteurs, les personnages, tout, ou le meilleur truc que tu veux voir de Goth, le truc que tu attends le plus de Goth. Bah j'ai dit Goth parce qu'en fait bah, Jurassic Park m'a déjà proposé ce qui pour moi sera meilleur et sera jamais battu. Goth, bah là je me disais, ah,
un remake de la saison 8 fait avec Martin et Sapkowski qui travaillent ensemble. Il y a moyen de pondre un truc vraiment génial. C'est vrai qu'il faudrait leur envoyer les invitations resto pour les envoyer au même resto. Qu'ils essayent de se connecter. Mais surtout que les deux, finalement, ne travaillent même plus aujourd'hui sur House of the Dragon. Mais il y a vraiment quelque chose. Puis tu vois, Goth, on n'a pas la fin. On n'a pas la fin de Martin. On n'a pas la fin de la saga télévisée non plus. Alors, en fait, j'en ai pas parlé en vidéo, mais on en a parlé ensemble. Pour moi, la fin de Goth, ça va faire la fin de la roue du temps. C'est déjà prévu. Il y a toutes les pistes scénaristiques de qu'est-ce qu'il faut faire et tout, qui sont écrites par Martin parce qu'il sait que il est vieux. Et ils ont déjà choisi un auteur pour écrire la fin qui reprendra la suite. Moi, j'ai du mal à imaginer autre chose. Il prend de plus en plus de temps. Il explique que chaque page est plus longue à écrire qu'avant. Il va pas vouloir sortir un truc nul, en fait. Enfin... Mais pourquoi attendre? Il perd une Mais parce que tu vas pas envoyer un PDF en disant Tata, en fait, c'est lui le méchant. Il peut pas envoyer juste un PDF de 2 pages. Il faut qu'il écrive. Mais il peut dealer déjà avec un nouvel auteur et l'auteur prend la suite. Tu passes à ton vivant. Ouais, enfin, après, il pourrait nous surprendre. Mais le but est quand même que tout être humain pense à sa vie plutôt qu'à sa mort, quoi. Donc, bien sûr. à mon avis, il essaye. Et puis s'il je pense qu'il se dit qu'il peut y arriver à le finir. Moi, c'est pas possible, ça. Ça, vraiment, par rapport à ce qu'il a dit sur ses posts, c'est pas du tout le sujet de la vidéo. Sur ce qu'il a dit sur ses posts, où il disait qu'il écrivait, que tout prenait du temps, qu'il réécrivait, etc. Enfin, à moins qu'il pense qu'il va mourir à 115 ans. Et je forcille légèrement le trait parce que même lui, quand il y a un post, je sais plus lequel, où il parlait des dates et des durées et tout. On avait l'impression qu'il est froid et qu'il sait qu'il va pas écrire jusqu'à ses 110 ans. Ses dernières déclarations, tu sens qu'il a compris qu'il termine. Voilà, quoi. Et puis il y a peut-être un moment où, outre l'œuvre où tout le monde l'attend, il y a peut-être un moment envie de dire là c'est temps de ma retraite, en fait. Et puis j'ai l'impression, moi, qu'il en a marre. Bah oui, il a peut-être envie de dire tous les gens qui me harcèlent tous les jours de la fin, merci tranquille, je vais aux Caraïbes, ciao bisous. Enfin, il a le droit, hein. Humainement, il a complètement le droit de faire ça. Hein. Il a fait rêver tout le monde pendant des années. Il a le droit de dire, pause. Il envoie 2 PDF à un bon auteur qui rêvera de faire ça, puisque c'est exactement ce qui s'est passé sous la roue du temps et que ça a propulsé la carrière de l'auteur. Et franchement, je lui jetterai pas la première pierre, Pierre. Non, je suis d'accord avec toi. Okay. Allez, vas-y, termine. Donc, mon top 1 à la surprise générale, c'est la guerre des étoiles. C'est la guerre des étoiles. Ce n'aurait pas été la guerre des étoiles il y a 4-5 ans. Je pense que j'aurais mis le Seigneur des Anneaux devant. Mais en gros, le truc, c'est que donc il y a les films. Il y a un 4, 5, 6. Ok. Il y a quelques années, il y a eu un accident chez Disney. Et ils ont fait croire qu'ils avaient fait 7, 8, 9, et puis au final, ils n'existent pas. Mais le truc, c'est qu'il y a eu un accident. Bon, ok, on va pas aller tirer sur les blessés. Il y a eu... moi, je suis de la génération qui n'était pas née donc, pendant la première trilogie, mais qui, du coup, a vécu cette truc inespéré de voir 1, 2, 3 qui arrive, la critique qui le défonce, mais en fait ils sont pas si mal, et puis au fur et à mesure du temps les gens disent en fait c'était quand même pas mal, et puis au final ils disent c'était vraiment pas mal, en fait c'est des films cultes et tout, et du coup donc j'ai vécu tout ça avec Star Wars, et ça faisait tout mon amour de Star Wars, et c'était très bien, et je regardais la trilogie tous les ans, et on s'en arrêtait là, je t'aime, tu m'aimes, tout se passe bien. Et là, en fait, ces 5 dernières années, j'ai eu un tel rejet de ce qu'a proposé Disney, 7, 8, 9. Le 9, vraiment, je l'aime pas du tout. Pour moi, c'est vraiment artistiquement, c'est horrible. On se plaint de l'arrivée de l'IA, mais franchement, va-t-elle faire quelque chose de plus nul? Le truc, c'est que il y a eu la série The Acolyte, peut-être une des pires séries de ces dernières années. Et en fait, mon ras-le-bol... Alors, il y a Mandalorian, c'est génial, ça c'est super. Mais en fait, mon ras-le-bol de Disney, je l'ai transformé, j'ai fait du jujitsu spatial pour le transformer en curiosité de l'univers étendu que donc, Disney a décanonisé.
Et donc j'ai quand même pu découvrir pas mal de livres. Donc il y a le livre sur la croisade noire du Jedi fou, enfin les 3 livres. Il y a sur le maître de Palpatine. Il y a énormément de livres qui m'ont beaucoup plu. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, l'univers de Star Wars pouvait être plus grand, plus rempli et tout aussi intéressant que les premières trilogies. Et c'est juste que tout le monde ne sait pas écrire du Star Wars, ou toutes les histoires de Star Wars ne valent pas le coup d'être lues. Et cet univers, et puis après j'ai fait aussi quelques parties de jeux de rôle Star Wars avec des copains, des moments, enfin on parlait de fou rire sur Donjons et Dragons, mais j'ai quelques fous rires assez mémorables du côté de Star Wars aussi. Et vraiment cet univers, ces bouquins, et maintenant en fait j'ai pris cette mécanique de quand je fais des travaux chez moi, j'avance dans les où je fais les tâches ménagères et tout, j'avance dans tel ou tel livre, ou alors il y en a une autre, il faut que je sois concentré. Et vraiment, il y a tellement de belles choses, de bonnes choses faites. Là, un des derniers jeux que j'ai préféré faire, c'était les aventures de Cal Kestis, donc Jedi Survivor. Fallen Order Survivor, c'est lequel? Fallen Order le premier et Fallen Order, voilà. Donc j'ai fini Fallen Order et je suis à un tiers de Survivor. Mais qu'est-ce que c'est bien! C'est tellement bien en fait. Et c'est à ce moment-là où en fait, là où Lucas est un génie, c'est qu'en fait il met de l'heroic fantasy dans de la science-fiction. J'aime la science-fiction, j'aime l'heroic fantasy. Et ben voilà, il a gagné, c'est le bingo. Enfin, y a des fois c'est pas plus compliqué que ça. Hein. Et c'est pareil, là on en parlait, beaucoup de ces licences, je les ai vécues moi, je les ai vécues avec moi solo, mais aussi il y a les licences que j'ai citées parce que je les avais découvertes avec mes parents, et aussi avec maintenant mes enfants. Et là Star Wars, c'est la Sainte Trinité, je les ai découverts avec mes parents, je les ai redécouverts tout seul, je les ai fait découvrir à mes enfants. Enfin c'est... ces moments-là, ces sensations de partage, de transition, de licence, c'est un bonheur énorme et ça justifie. Alors, on est d'accord, Star Wars, Seigneur des Anneaux, franchement, c'est kiff et bourricot dans ma tête. Les deux, on est presque sur un ex-aequo. Mais je pense que cette transition, j'ai pas eu ces moments, parce que mes enfants sont trop jeunes, j'ai pas pu leur faire découvrir le Seigneur des Anneaux. Mais peut-être que ce classement aura changé une fois que j'aurai pu leur faire partager. Ça, c'est une attente de ma boule. Le moment où on va montrer le Seigneur des Anneaux à nos enfants, ça va être... Mais la lecture de Bilbon. Oui. Bilbon a été conçu comme un livre pour enfants, mais à lire aujourd'hui, c'est loin d'être évident. Hein. C'est là où tu vois l'énorme évolution qu'il y a eu dans la relation à la lecture. Mais je dis pas que... Ah bah c'est sûr, c'est pas à 6 ans que tu le lis, hein. Puis même il y a les araignées et tout ça. Mais je sais pas quel sera le bon âge, je sais pas si c'est 10 ans, 11 ans, 12 ans. Un bon 10 ans, un très très bon 10 ans. Un bon 10 ans. En tout cas, j'ai hâte de ces moments-là. Ça pas dans ce qu'il raconte, hein. Plus dans la manière, dans l'accessibilité du phrasé. Du livre. Ouais. Bah, en même temps, tu sais, mes enfants, on regarde que Lina à la maison, ils sont projetés dans les années 60. Là, on va petit à petit sur mai 68 au fur et à mesure de regarder les news. Et exactement, on leur apprend comment se défendre de l'URSS. Ça maintient le niveau. Là, les plus jeunes qui nous regardent ne comprennent rien. Le truc, c'est comment ça s'appelait? C'était Bonjour Staline, non? C'était quoi? Je me souviens plus le nom de ce film. Goodbye Lénine. Goodbye Lénine, ouais, exactement. Bref, voilà donc notre classement ultime, définitif, énormissime, extrêmement long, fait dans l'endurance et aux portes de... Enfin, on a largement ouvert les portes de la nuit, là, on a pas mal continué dans le choix. C'est le petit matin, là. Mais c'est du bonheur. Moi, il y a des poulets qui sont en train de sortir pour faire cocorico, hein. Donc, mais alors, dites-nous dans les commentaires s'il y a des idées de... Alors déjà, quel est votre top 30 ou top 10, top 20, vous faites comme vous voulez, peu importe. Top 100. Vous êtes libre. Vous pouvez même faire un top 2000 hein, si vous voulez, mais là, ça va vous prendre du temps. Donc, des franchises, et puis surtout, dites-nous aussi Est-ce que tu connais... Tu sais que sur YouTube, il y a un bug du top 2000. Hein. Ouais.
Quel top vous plairait sur la chaîne? On a des idées, hein. Il y en a deux. Alors là, on a fait un gros avec les licences, mais il y en a d'autres très gros, hein. Meilleur film, meilleure série, meilleur film de super-héros, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, hein, si c'est pas le cas. Comme ça, vous pourrez retrouver tout ça et puis retrouver toutes les autres vidéos. Merci aux tipeurs, parce que là, on a fait un très 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 long enregistrement. Et c'est grâce aux tipeurs qu'on a pu faire ça. Donc merci de votre soutien. Voilà, puis je te laisse le mot de la fin, mon cher Greg. Eh ben merci à vous. On espère que ces licences, ces petits mots qu'on a pu vous dire vous ont fait découvrir notre top 5. On est sur du grand public, hein. Mais le truc, c'est que j'espère que notamment si vous avez commencé par cette vidéo, que vous allez regarder du 15 à 30, parce que là il y a des choses peut-être un peu moins connues pour tout le monde. On vous invite très fortement à regarder les deux. Et en tout cas, des bisous. Ça nous a fait énormément plaisir de faire cette vidéo. Ciao et amusez-vous bien à faire le vôtre. Des bisous, ciao ciao. Ciao!